Bonjour à tous. Donc merci à tous d'être présents. Pour vous expliquer un petit peu les personnes qui sont présentes, je pense que ça peut être intéressant. On a en effet des personnels de l'Université de Rennes, des chercheurs, des formateurs, des personnels administratifs. On a également les étudiants qui sont présents. Donc ça, c'était quelque chose pour moi qui était très très important. On a également diffusé le message au niveau du CHU de Rennes et au niveau de l'EHESP. Donc on a finalement un public très varié. Moi, je suis ravie donc aujourd'hui de pouvoir accueillir et de vous présenter Olivier Amand, qui va nous parler donc de son sujet important du moment, antidote au culte de la performance. Donc Olivier Amand, j'ai un peu mes notes quand même, parce qu'il y a quelques trucs, je reprends mes petites notes. Et donc biologiste, chercheur, directeur de recherche à l'INRAE. Il est chercheur donc à l'ENS de Lyon et il est directeur de l'Institut Michel Serres pour les ressources et les biens communs. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole, juste pour vous expliquer comment se passeront les 2 heures. Je vous ai dit, ce serait de 14h à 16h. On va commencer donc par Olivier qui va nous faire une conférence de 45 minutes, 1 heure à peu près. On aura une séance de questions-réponses avec l'Assemblée. Et on a également organisé un second temps avec 2 invités qui sont ici présentes. Donc Isabelle Richard, qui est directrice de l'École des hautes études de santé publique, et Anne Kittler, qui est directrice générale adjointe du CHU, pour enrichir les discussions plus autour du thème de la santé. D'accord ? Donc voilà, c'est parti Olivier, je laisse la parole. Merci Patricia, ravi d'être là. Je viens de temps en temps en Bretagne et c'est un terroir intéressant sur les sujets de la robustesse. Vous allez voir à mon avis. Alors je démarre avec cette photo. D'ailleurs, je vais enlever mon texte. Voilà, une photo comme ça, c'est juste une carte postale, quasiment de vacances. Pourquoi j'utilise cette photo-là, c'est pour montrer l'image qu'on a du monde habituellement. C'est la mer d'huile, la continuité. On pense que le monde est en continuité, alors que du jour au lendemain, dans cette ville, il peut se passer ça. Donc c'était Valence, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est Valence en Espagne. Et donc on a vu en octobre qu'une ville qui est dans une forme de continuité fait l'expérience de la rupture. En fait, si on écoute les rapports scientifiques, si on lit les rapports scientifiques, c'est la première chose à apprendre des rapports scientifiques. Nous quittons le monde de la continuité pour entrer dans le monde des ruptures. C'est la première chose. Si vous lisez les rapports du GIEC, de l'IPBES, de la CIA, de l'OCDE, tous ces rapports-là disent la même chose. Nous sommes en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Et donc cette image-là, en fait, quand on voit ça, c'est quand même très choquant de voir ces piles de voitures empilées dans les rues là. En fait, ce qui était intéressant aussi, c'était d'entendre ce que disaient les citoyens de Valence. À Valence, les citoyens ne reprochaient pas aux autorités de ne pas avoir prévu ce qui s'était passé, parce que c'est imprévisible. On ne peut pas prévoir 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures. Alors, c'est même pas que c'est pas prévisible, c'est impensable. Il n'y a aucun humain qui peut s'imaginer ce que c'est, 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures. Par contre, ce que les citoyens ont reproché aux autorités, c'est de ne pas s'être préparés. C'est exactement ça le sujet. Dans un monde stable, on prévoit. Dans un monde instable, on se prépare. Vous voyez, c'est très différent. C'est très différent. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler. Alors, pourquoi entrons-nous dans le monde de la rupture ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tous ces rapports scientifiques qui disent ça. Mais quand même, je vais vous donner des arguments. Alors, pas tous les arguments, c'est pas exhaustif, mais juste quelques arguments qui montrent qu'en effet, on rentre dans ce monde des ruptures. Donc là, j'ai pris des exemples donc non exhaustifs. En haut à gauche, là, vous avez la force des tempêtes, des ouragans, ce que vous voulez. Donc la force augmente avec le temps, et ça on le sait très bien. C'est un des effets du dérèglement climatique. C'est pas tellement que, juste pour le dire rapidement, le dérèglement climatique, le problème, c'est pas que la température augmente, c'est que les événements aberrants seront plus fréquents et plus intenses. Donc de nouveau, au premier ordre, le diagnostic, c'est pas qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère. Le diagnostic, c'est que ça va tanguer de plus en plus fort, sur tous les plans, climatique, social, géopolitique. Donc ça, là, c'est pour le climat. Mais on voit aussi des tas d'autres indicateurs, en fait, qui montrent qu'on rentre dans un monde de la rupture. Mais là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le climat. C'est nous qui créons un substrat
qui va générer des ruptures. Donc l'épidémie de burn-out, c'est le symptôme très clair d'un monde qui est en surchauffe de performance. Un autre exemple, c'est l'obésité, le diabète, voilà, sur la santé. Ça, et là, les courbes, là, c'est jusqu'en 2000. Hein, c'est juste que cette courbe, là, il y avait l'écart de l'Australie, donc ça permettait tout de suite de dire où on en était. Ça a triplé en 20 ans entre 1980 et 2000, et ça continue. Hein. Donc en fait, bon, ça, tout le monde est bien au courant. Ça veut dire que ça fragilise. Juste pour vous prendre l'exemple du Covid, je fais court, hein, mais le Covid, le SARS-CoV-2, le virus SARS-CoV-2, c'est un virus extrêmement banal. C'est un virus du rhume. Ce qui n'est pas banal, c'est le substrat, c'est nous, les humains. Obésité, diabète, stress, c'est ça hein, qui fait que, qui a contribué optimisation, etc. C'est ça qui a fragilisé nos systèmes. Le Covid a surtout mis à nu un système socio-économique extrêmement fragile par excès de suroptimisation. Alors et après il y a d'autres exemples évidemment plus caricaturaux, mais qui sont pratiques parce qu'ils sont médiatiques. C'est notamment le canal de Suez bloqué par un bateau. Alors, le canal de Suez, hein, c'est typiquement de l'optimisation, c'est de la performance. Donc, on a augmenté les capacités des bateaux à transporter plus de biens en moins de temps. Hein. C'est vraiment de la performance. Hein, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. Hein. Ça, c'est la définition du contrôleur de gestion pour la performance. Atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. Et ben, un bateau en biais, parce qu'il y a une bourrasque de vent, ça suffit à bloquer le canal de Suez pendant plusieurs jours et à impacter des entreprises pendant plusieurs mois. Ça bloque 12% du commerce maritime international. Et ça va forcément vous évoquer quelque chose. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, 60% des principes actifs de nos médicaments sont produits en Inde ou en Chine. Et donc une bonne partie passe par ce canal. C'est fou quand même de se dire qu'on s'est canalisé à ce point-là. Bon, ça c'est le canal de Suez. Et donc CrowdStrike, alors spécial dédicace pour Olivier. Le CrowdStrike, donc c'est l'exemple typique d'une boîte de cybersécurité, donc qui est censée se poser la question de la sécurité, mais le système, c'est un monopole. Un monopole. Donc ça veut dire qu'une boîte qui fait une erreur de mise à jour, et ça bloque tous les systèmes Windows du monde. Donc c'était la panne informatique mondiale de juillet dernier. En fait, tous ces petits incidents-là, ça montre que nos ruptures, notre monde en rupture qui vient, c'est nous qui l'avons créé. C'est notre excès de performance qui a surtout excessivement fragilisé nos systèmes. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de ruptures. Le climat, ce n'est qu'une des multiples ruptures qui sont induites par cette performance. Alors, je peux le dire en fait en une phrase, même en deux mots, optimiser, fragilise. Voilà. Optimiser, fragilise. En fait, quand on optimise, quand vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut toujours vous demander qu'est-ce que je fragilise. Donc là, je prends un exemple. Je sors de Valence là. Donc ça, c'est les Landes en 2022, les méga-feux dans les Landes. En fait, ce qu'on voit, hein, donc c'est des arbres qui sont alignés. Donc ça permet d'optimiser la récolte du bois. Mais des arbres alignés, ce sont des autoroutes pour le feu et aussi des autoroutes pour les pathogènes. Donc en fait, on a optimisé une fonction, mais on a fragilisé d'autres fonctions. Et ça marche à tous les coups. Ça, c'est une règle systémique. Donc n'importe quel système, si vous l'optimisez, vous allez fragiliser d'autres fonctions. C'est vraiment systémique. Donc l'optimisation qui fragilise, hein, évidemment, ça marche pour des tas d'autres contextes. Alors cette question du monde qui bascule de la continuité à la rupture, en fait c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que c'est finalement, si on veut bien endosser le fait scientifique, c'est la première chose à comprendre du bilan socio-écologique et économique du monde actuel. On va rentrer dans un monde en rupture. Alors du coup, moi ce que je vous propose, vu que je suis à l'université, c'est de l'appliquer à l'université. Alors, est-ce qu'on peut pas imaginer une rupture aussi pour l'université? Alors, l'histoire nous montre que ça peut arriver. Hein. Donc la dernière fois qu'il y a eu une très grande rupture à l'université, c'était, vous voyez, à peu près 200 ans, enfin plus de 200 ans, 1793, la Convention a décidé de fermer toutes les universités françaises. Il y a eu un moment dans l'histoire de la France où on a fermé toutes les universités françaises. Alors pourquoi on a fait ça? Alors évidemment, c'est tout dans l'esprit de la Révolution française, hein, mais à l'époque, les universités enseignaient les traditions, la théologie, la rhétorique. Donc c'était plutôt des universités qui avaient le rétroviseur hein, devant les yeux et qui enseignaient le passé. Avec la Révolution française, on fait table rase, on arrête tout ça, et on réouvre alors plutôt des grandes écoles, hein, les écoles d'ingénieurs, l'école normale, hein, voilà, ça en fait partie,
qui se tournent vers l'avenir. Donc c'est plutôt là où on fait les écoles de physique, les écoles de maths, les sciences sociales aussi tournées vers le futur, quoi. Donc c'est l'histoire qui s'inverse. Alors je sais pas que c'est mieux, hein, c'est juste que c'est un moment où on a décidé d'arrêter, de rompre et de partir sur autre chose. Alors mon message, c'est que si on prend au sérieux hein, les rapports scientifiques, les universités qui n'auront pas compris que nous changeons de monde vont disparaître. C'est aussi simple que ça. Il n'y a plus d'étudiants qui vont aller dans ces écoles, parce qu'en fait, elles ne seront plus du tout adaptées au monde qui vient. Elles seront bancales, à côté de la plaque. Et d'ailleurs, c'est intéressant, si vous regardez bien dans le paysage, ce qu'on voit apparaître, c'est des toutes petites universités, hein, avec genre 40 étudiants, mais qui ont mis au cœur de leur programme la question socio-écologique élargie. Quelque part, c'est un petit signe quand même, qu'en fait, peut-être qu'il y a des choses à réinventer à l'université. Donc c'est de ça qu'on va parler. Alors du coup, ça c'est plus les ruptures à l'université qui peuvent changer des choses, mais en fait, si on prend même encore un peu plus de recul, qu'est-ce qui peut faire que le monde de la recherche entre en rupture ? Vous avez certainement déjà entendu des débats avec des questions du type « faut-il arrêter la recherche ?» Dans les années 80, c'était impensable d'avoir un débat avec ce titre-là. Faut-il arrêter la recherche ? Parce qu'en fait, on se rend compte que la recherche, c'est un peu le fer de lance de la croissance économique, quelque part. Hein. Et donc, c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Ce que disait Bruno Latour, hein, la science, c'est la politique continuée par d'autres moyens. La science n'est jamais neutre. Hein. Enfin, la technique non plus n'est jamais neutre. Hein. Ça transforme toujours. Hein. Donc du coup, alors, je vais vous donner un exemple pour montrer en quoi la recherche, la méthode scientifique est elle-même fragilisée par l'excès de performance qui la mène à la rupture. C'est notamment les indicateurs de performance dont est farci le monde de la recherche et le monde de l'université. Il y a des indicateurs de performance absolument partout. Le facteur H, les facteurs d'impact, le classement de Shanghai, enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Alors, qu'est-ce que ça produit, ça ? En fait, ça produit la loi de Goodhart. Hein. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Ça veut dire que quand on met un indicateur de performance quelque part, ça va devenir toxique. Et de nouveau, c'est systémique. C'est juste que le cerveau humain n'est pas si développé que ça, et donc quand on met un indicateur de performance quelque part, c'est très attractif. Et donc on ne voit plus que cet indicateur, et on oublie tout le reste. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter avec les indicateurs de performance, je dis juste que si on met la focale sur les indicateurs de performance, on oublie le reste. Et donc c'est exactement ce qui se passe dans le monde scientifique, et c'est mondial. Hein. Là, tous les chiffres que je vous montre, c'est du mondial. En fait, si il faut, pour faire une carrière en sciences, il faut plus publier, hein, c'est publish or perish. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? On publie trop vite. Donc c'est de la science savonnée. Hein. Vous avez vu pendant la période Covid à quel point c'était de la science savonnée, hein, quand même. Hein. Bon, là voilà, donc fraude scientifique qui augmente, hein, et c'est en pourcentage. Hein. C'est pas juste parce qu'il y a plus de publications, hein, c'est des pourcentages. Et aussi un excellent article de Park et al. En 2023 dans Nature hein, qui montre que en effet, on publie de plus en plus. Mais c'est de la science de plus en plus incrémentale. Donc en fait, c'est des petites briquettes qui s'ajoutent. Alors que dans les années 50, on publiait moins, mais c'était de la science disruptive, on peut dire, et qui changeait vraiment le champ des disciplines. Là, on fait plutôt de la massification, et du coup de la massification un peu stérile, quoi, qui est plutôt au service de la performance, mais qui a perdu finalement l'enjeu premier. Donc vous voyez, en fait, c'est quand même assez profond hein, ce qui nous arrive. Hein. C'est cet excès d'optique sur la performance, c'est en train de détruire jusqu'à la méthode scientifique. Quand même. Alors, du coup, comment on peut aborder ça ? Alors, une analogie, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais c'est l'analogie du bateau. Alors, à Rennes, on n'est pas au bord de la mer, mais bon, vous voyez à peu près. Donc, un bateau. En fait, sur une mer d'huile, ça sert à rien de faire un bateau avec des bords sur les côtés. Un radeau, ça irait très bien. Donc, pourquoi on construit un bateau avec des bords hein, sur les côtés. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a un moment ou un autre, on sera dans les vagues. Donc, on se prépare au monde fluctuant, on se prépare aux turbulences. Donc, on construit un objet qui est capable de gérer des fluctuations. En fait, si on veut utiliser cette analogie, finalement, c'est ça. En fait, si on veut vraiment endosser le fait scientifique, il faut que nos organisations, nos structures, nos technologies, nos collectifs soient prêts à ce monde fluctuant. Si je vous le dis un peu brutalement, espérer ne pas vivre un monde fluctuant au XXIe siècle, c'est du déni. Il est trop tard pour éviter les fluctuations. Il aurait fallu bifurquer dans les années 60, on ne l'a pas fait.
Donc, ça va tanguer très fort au XXIe siècle. Et donc, du coup, il va falloir vivre dans un monde avec des fluctuations. Et donc, le bateau, il va falloir construire des bateaux. Voilà. Dans le sens, affronter les vagues qui viennent. Et donc, la question qui se pose, évidemment, c'est comment habiter le monde fluctuant. En fait, si on réfléchit bien, c'est la première question à se poser au XXIe siècle. Enfin, là, je suis vraiment bêtement scientifique, ras des pâquerettes. Le monde va devenir fluctuant, et donc, comment on fait pour habiter un monde fluctuant ? Sachant qu'on quitte un monde qui était perdu dans cette idée fantasmatique de la stabilité et de l'abondance. Alors, on quitte ce monde-là. Alors, si je vous le dis en une diapo, et donc c'est évidemment trop simpliste, mais en une diapo, en fait, cette question, comment habiter le monde fluctuant, donc elle est assez vertigineuse, mais finalement, la réponse est très simple. Parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc, les êtres vivants ont des recettes, ont des principes. Les êtres vivants savent vivre dans un monde fluctuant. Ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est des êtres vivants qui ont été capables de passer des fluctuations. Il y a 700 millions d'années, la Terre, c'était une boule de neige. Il n'y avait que quelques endroits où il y avait de l'eau liquide, et il y avait des êtres vivants. Alors, unicellulaires, certes, mais il y avait plein d'êtres vivants à l'époque. Donc tout ça, ils ont réussi à passer ces énormes fluctuations, dans la durée en plus. Donc, comment font les êtres vivants ? Alors, en fait, s'il y a une seule chose pour moi à retenir de la biologie, c'est ça. C'est que ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est la robustesse. La robustesse. Alors, je définis la robustesse. La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. Donc, c'est le roseau dans le vent. Et puis, dans la durée un peu plus longue, quand on intègre sur le temps, c'est maintenir le système viable malgré les fluctuations. Donc, si je prends mon roseau, là, il grandit, il pousse, il se déforme, mais il est capable de gérer des vagues d'eau, des changements de salinité, des changements de température, voilà, tout ça, il est capable de gérer. Il est viable malgré les fluctuations. Maintenant, c'est ça. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit, en fait, parce que évidemment que dans un monde fluctuant, il faut être robuste. C'est la définition de la robustesse. Donc, dans un monde fluctuant, le bateau, si vous voulez, c'est la robustesse. Il faut faire des structures, des organisations, des collectifs, des pratiques de robustesse, robustes. Ce qui est plus intéressant, c'est évidemment comment on fait pour être robuste, si on veut déplier. Comment on construit sa robustesse. Alors c'est là que les êtres vivants sont extraordinaires, parce qu'en fait, ils nous donnent la recette. Si on veut bien disséquer les êtres vivants et regarder ce qu'ils ont au cœur du vivant, qu'est-ce qu'on trouve ? En fait, on trouve que les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc, en fait, les êtres vivants, vous voyez, ne sont pas en train de nous dire alors on est comme vous, et puis en plus on est robuste. Non, en fait, c'est un contre-modèle. Là, je vous ai dit que notre monde en rupture, c'était le produit de notre culte pour la performance, pour l'optimisation, pour le contrôle. Ça qui crée des ruptures, qui fragilise. Les êtres vivants, ce qu'ils construisent, c'est de la robustesse. Et donc, ils construisent cette robustesse en allant contre la performance. Et je vous le dis très tranquillement, parce que ça, maintenant, c'est un fait établi. J'aurais été moins tranquille il y a 30 ans, pour vous dire ça. Parce qu'à l'époque, c'était pas encore très clair. À l'échelle moléculaire, il y avait encore des débats. C'est encore débattu, évidemment, comme toute recherche. Mais quand même, là, les arguments convergent beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les réseaux du vivant ? Donc, dans les réseaux moléculaires, dans les réseaux métaboliques, les réseaux de neurones, les réseaux physiologiques, les réseaux des écosystèmes. Donc, c'est toutes les échelles, de la molécule à l'écosystème. Inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants. Voilà, pensez au vol de la mouche. Il n'y a pas d'objectif. Vous pouvez tenter de chercher un objectif, il n'y en a pas. Je vous le dis. Hétérogénéité, la biodiversité, voilà, c'est extrêmement hétérogène. Évidemment, regardez les lignes de vos mains, main droite, main gauche. Vos mains se ressemblent, mais les lignes de la main ne sont pas les mêmes. Évidemment, à l'échelle cellulaire, c'est encore plus erratique. Donc évidemment que c'est hétérogène. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de délais, beaucoup de lenteur et beaucoup de redondance. Pensez au nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre, voilà, au nombre de globules rouges que vous avez dans le sang, au nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons, de villosité dans les intestins. Je ne vais pas vous faire la liste, mais vous voyez bien, en fait, nous sommes des êtres extrêmement redondants. Une bactérie, c'est pareil, énormément de redondance moléculaire. Donc il y a des redondances à toutes les échelles. Donc en fait, les êtres vivants sont très redondants, beaucoup d'incohérences. Alors l'incohérence, c'est presque la chose qui est peut-être la plus qui titille un petit peu plus, parce que surtout en science, on adore la cohérence. Nous, ce qu'on cherche, c'est des théories universelles, cohérentes, un peu, quoi. Oui, alors ça, c'est l'objectif, de trouver des théories cohérentes. Mais comment on fait pour arriver à des théories cohérentes ? Par du débat contradictoire.
par des revues ou par les pairs, etc. Ça, c'est de l'incohérence. C'est mettre en jeu des contradictions pour corroborer, pour arriver à la robustesse. Donc la cohérence, c'est un très bel objectif, c'est une très mauvaise stratégie. Si on commence par la cohérence, on fait de la dérive sectaire. C'est qu'en fait, si on fait de façon dogmatique, on dit c'est cohérent, ça fait de la dérive sectaire, très clairement. Donc en fait, il faut commencer par l'incohérence. Alors là, je vous dis dans le monde social. Alors dans les êtres vivants, à quoi ça ressemble? Dans les réseaux du vivant, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les fameuses incoherent feed-forward loops, les boucles incohérentes. C'est des boucles en fait où on voit qu'il y a des facteurs qui activent et inhibent la même chose. C'est la plupart des protéines, la plupart des cellules, des tissus qui ont des fonctions de couteau suisse. Donc en fait, la plupart des structures biologiques sont multifonctionnelles. Donc ça veut dire qu'il y a plein de contradictions. Quand on est multifonctionnel, on a des contradictions. Il faut faire des compromis entre plusieurs fonctions. Ça en fait, c'est un frein à des emballements exponentiels. Et donc une des valeurs fondamentales du vivant, ce sont les incohérences. Parce que ça évite l'emballement. Et donc ça sert d'amortisseur, si vous voulez. Et donc ça c'est de la robustesse. Et puis dernier point, c'est l'inachèvement, parce que les êtres vivants, quand ils sont achevés, ils sont morts. Donc en fait, tant qu'on est vivant, on est inachevé, on est en train de se renouveler. Donc vous voyez, en fait, si on fait la liste, ce sont que des contre-performances. Ce n'est ni efficace, ni efficient. Donc il faut vraiment arrêter avec cette idée du vivant qui est un modèle de sobriété, d'économie, l'harmonie, etc. Tout ça, c'est complètement faux, en fait. Les êtres vivants ne sont pas sobres, ils gâchent énormément de ressources, et puis voilà, ils font un peu tout et n'importe quoi. C'est très erratique, en fait, quand on regarde bien, dans le détail. Je veux dire, au premier ordre, c'est ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de performance du tout, mais c'est pas dans le même ordre, quoi. Alors du coup, ça c'est ce qu'on trouve dans les réseaux du vivant. Alors du coup, je vais vous donner mon exemple que je prends tout le temps, mais qui est pratique parce que tout le monde peut se l'approprier. C'est la température corporelle. Donc vous savez qu'on est à 37 degrés, nous les humains. Et puis quand il y a un pathogène qui rentre dans notre corps, on peut avoir de la fièvre. On monte en température, 38, 39, 40. Quand on isole les enzymes et qu'on mesure leur activité métabolique, en général, c'est pas vrai pour toutes les enzymes, mais pour la plupart des enzymes, leur optimum d'activité n'est pas à 37 degrés. En général, il est à 40 degrés. Donc ça veut dire qu'à 37 degrés, notre corps fonctionne de façon satisfaisante. Ni plus, ni moins. Ça fonctionne, quoi, ça marche. Ça va, quoi. C'est 10 sur 20, quoi. Mais par contre, à 40 degrés, alors là, ça dépote. Là, il y a des performances. Les enzymes, là, elles sont plutôt boostées. Là, on a vraiment boosté la performance. Donc vous voyez, c'est tout simple en fait. À 37 degrés, on n'est pas très performant, mais ça suffit. C'est suffisant. Voilà. Donc on n'est pas au maximum de performance, on n'est même pas à l'optimum de performance. On est sous-optimaux, on est sous l'optimum de performance. Mais par contre, à 40 degrés, alors là par contre, notre métabolisme et donc notre système immunitaire fonctionne beaucoup mieux, beaucoup plus performant. Mais par contre, on ne peut pas rester comme ça à 40 degrés tout le temps. Vous savez très bien, ça dénature les protéines. Au bout de 3 jours à 40 degrés, on dénature les protéines, on fait un burn-out moléculaire, donc on ne peut pas continuer comme ça. Donc, du coup, on revient à la vitesse de croisière. Donc vous voyez, avec cet exemple-là, ça permet de comprendre en fait que les êtres vivants vivent dans la polycrise. Ils vivent dans un monde turbulent. Donc du coup, ils font de la robustesse tout le temps, et quand il y a une vraie crise qui vaut le détour, là, ils autorisent la performance sur dérogation. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Parce que c'est un gros risque. En fait, quand on commence à augmenter la performance comme ça, c'est violent. En fait, si vous pouvez faire une chose très simple, dans tous les textes où il y a marqué le mot performant, remplacez le mot performant par violent. Et vous allez voir, ça reflète l'autre facette de la performance, qui est toujours violente. C'est toujours violent, la performance. Et donc, les êtres vivants, quelque part, ils nous le disent, puisqu'en fait, 3 jours, pas plus. Après, ça devient mortel. Donc, bon, ça c'est bon. Alors, il y en a plein d'autres, des exemples. Peut-être que je pourrais prendre la chaîne alimentaire, par exemple. La chaîne alimentaire, vous savez, donc les plantes capturent l'énergie solaire, mais elles ne prennent que 1% de l'énergie solaire. Elles gâchent 99% de l'énergie solaire. Et c'est ça qui nourrit la plupart des écosystèmes sur Terre. Gâchis d'énergie énorme. Les plantes, en fait, ça dissipe énormément de chaleur. C'est surtout ça que ça fait. Ça capture du CO2, ça fait de la photosynthèse, très bien, mais ça dissipe énormément de chaleur. Après, une fois qu'on a des plantes, on a des herbivores qui mangent des plantes, 90% de perte calorique. Les carnivores qui mangent des herbivores, 90% de perte calorique. Donc, si vous voulez, c'est pareil, on dit les êtres vivants recyclent tout, voilà, sobriété, machin. Alors oui, ils recyclent tout,
Mais ça, c'est au second ordre. Au premier ordre, ce sont des systèmes qui fuient. Il n'y a que des fuites là-dedans. Ça fuit de tous les côtés. Mais vraiment, mais c'est incroyable. C'est qu'actuellement, nous sommes en train d'évaporer de l'eau, là, par exemple. Ouais. Bon, je fais pas le détail, mais oui, on évacue beaucoup de choses. Et ben, ça, c'est ça. Nous sommes des organismes qui fuyons énormément. Et en fait, quand on fuit à ce point-là, ben, c'est généreux pour l'écosystème. Et en fait, en retour, ça va nourrir. Mais vous voyez, c'est complètement différent. À l'échelle individuelle, ce n'est pas du tout sobre, ce n'est pas du tout économe. Donc en fait, c'est presque ça pour moi le cœur de la biologie finalement. Hein. C'est la robustesse qui est construite contre la performance. Au premier ordre, c'est ça qui définit les êtres vivants. Alors du coup, si je sors de la biologie et que je vais dans le monde social, en fait, cette idée-là de compromis entre performance et robustesse, hein, qui est une loi systémique, hein, qui va bien au-delà du vivant, hein, c'est une loi de l'univers, hein, c'est une loi systémique. En fait, ça doit nous aider à redéfinir le progrès dans un monde qui, justement, est en train de quitter une forme de fiction de l'abondance pour aller dans la rupture, dans les fluctuations, dans les turbulences. En fait, le progrès, ça fait 10 000 ans qu'on l'a réduit à une définition très étroite qui est celle de gagner en performance. En gros, depuis qu'on a inventé l'agriculture, on pense que quand on progresse, il faut augmenter les performances. Et plus on augmente les performances, plus on progresse. Alors, ça a bien marché pendant un temps, hein, avec l'agriculture, en effet. On a sécurisé la prise alimentaire, après on a colonisé les plantations, la mécanisation, la grande accélération depuis les années 50. Ben, sauf qu'aujourd'hui, on arrive au bout de ce système-là. En fait, on est au bout de la courbe rouge, là, où en fait, plus on augmente les performances, et plus cette performance devient contre-productive. Là, je fais une référence à Ivan Illich à peine déguisé. Mais en fait, quand on augmente les performances, actuellement, on menace la viabilité de l'humanité sur Terre. Donc, c'est très simple. Le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. C'est physiquement impossible. Quand on augmente la performance, hein, définie comme la somme de l'efficacité et de l'efficience, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible, on s'enferre dans une voie étroite. On se canalise. Dans un monde qui change tout le temps, c'est suicidaire. Donc c'est très clair. Le futur du progrès, si on peut appeler ça comme ça, le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. En fait, le futur du progrès, c'est tout simple. Hein. On va changer d'axe. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, il faudra augmenter la robustesse. Alors c'est très pragmatique, hein, puisque la robustesse, c'est sa définition, hein, maintenir le système stable malgré les fluctuations, ou viable malgré les fluctuations. Donc en fait, c'est très pragmatique. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, on devient de plus en plus robuste. Et vous voyez, sur ce graphe-là, je les mets sur deux axes différents, parce qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. Parce que quand on est très performant, on s'est surtout très canalisé, on s'est enferré dans une voie très étroite. Quand on est très robuste, on diversifie, on expérimente, on explore. Et ben, ça a forcément un coût en performance. Hein. C'est quasiment le contraire. Donc du coup, ben, alors voilà, ça peut paraître très pragmatique comme ça, mais est-ce que c'est pas un peu utopique finalement, hein, de se dire voilà comment ça se fait qu'en 2024 on quitte le néolithique, hein. Enfin, c'est rien de moins que ça. Hein. Enfin, je le dis sérieusement. Hein. Le néolithique, hein, si on réfléchit bien, hein, c'est le néolithique. Hein, donc c'est depuis les dernières âges glaciaires, quand les humains ont voulu contrôler la nature, avec la domestication, l'agriculture, la sédentarisation. Donc c'était l'idée du contrôle de la nature. Eh bien aujourd'hui, nous nous rendons compte que notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle. Nous avons perdu le contrôle. Il va falloir vivre dans un monde où on a perdu le contrôle. Donc nous quittons le néolithique. Mais c'est seulement maintenant. Donc comment on fait ? Dans ce monde-là, avec plus de robustesse, mais voilà, 10 000 ans, c'est pas rien. Alors comment on peut imaginer qu'un système bascule comme ça de la performance à la robustesse ? Alors il y a une analogie, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais ça peut être un peu critiquable, mais elle permet d'illustrer comment un système peut basculer. Alors un système, il peut basculer, en fait, si on suit ce qui se passe dans les nuées d'oiseaux, donc ça c'est des nuées des tourneaux, en fait ça c'est l'exemple typique d'un système qui bascule à la droite, à gauche, enfin ça n'arrête pas de basculer de façon coordonnée, hein, donc c'est tout le système qui bascule comme ça de façon assez homogène finalement. Donc comment ça marche ? Alors ça c'est ce qu'on appelle la stigmergie, hein, les murmurations des oiseaux, enfin bon, pour mettre des mots de biologiste. En fait comment ça marche ce truc-là ? En fait c'est assez simple, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont eux qui sont
exposés aux fluctuations du monde. Les oiseaux qui sont au cœur de la nuée sont aveugles au monde. Ils ne voient pas les fluctuations du monde. Et donc, ce qui se passe dans une nuée d'oiseaux, mais c'est pareil pour un banc de poissons, voire même pour les empires, hein, c'est pour nous, systèmes sociaux. En fait, c'est que la périphérie voit les fluctuations. Donc, dans ce cas-là, ça serait un prédateur qui passe, une bourrasque de vent, quelque chose. Et ça contamine le cœur. Donc, c'est toujours la périphérie qui voit les fluctuations en premier, qui répond, qui invente une réponse, et qui, en fait, contamine le cœur. Il y a la phrase de Jean-Luc Godard, que je cite souvent, c'est la marge qui tient la page. C'est la marge qui tient la page. Et ça, c'est une belle illustration de comment un système bascule. Donc, en fait, ça veut dire que si on veut voir la fin du néolithique, donc le basculement de la performance vers la robustesse, c'est pas la peine de passer du temps au cœur du système, à la Commission européenne, chez Total, chez McKinsey, tout ça. Ça, c'est plutôt le monde faisandé de la performance. Voilà, la concurrence livrée dans fossé, par exemple. Ça, c'est un dogme du monde abondant, stable et abondant en ressources et stable. La concurrence livrée dans le fossé, ça marche très bien dans ce monde-là. C'est complètement délirant dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources. Donc en fait, il faut plutôt regarder ce qui se passe à la périphérie. Et alors la périphérie, c'est là que c'est extraordinaire, parce qu'à la périphérie, on va trouver des collectifs qui ont déjà basculé. En fait, ils sont déjà rentrés dans le monde de la robustesse. Et alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, ce que je vous présentais éventuellement comme une utopie scientifique, si vous voulez, en fait non, on est en train de le vivre maintenant. Et c'est récent. En fait, ça fait qu'une vingtaine d'années, finalement, qu'on commence à voir de façon massive ces collectifs qui sont déjà rentrés dans le monde de la robustesse. Alors du coup, je vais vous donner quelques exemples. Alors, c'est mes exemples favoris. Donc ça, c'est un petit village qui s'appelle Saint-Martin d'Auxigny. Alors, c'est un petit village qui, comme beaucoup de petits villages dans les années 50, a subi le remembrement. Donc, vous voyez, à gauche, on a canalisé les rivières pour augmenter les surfaces agricoles. Donc ça, c'est de la performance. Voilà. Efficacité, efficience. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand on canalise les rivières, en fait, quand il pleut beaucoup, cette rivière, c'est une autoroute qui va amener beaucoup d'eau très rapidement à la ville. Et donc, il va inonder la ville. Donc, c'est le prix de la performance. Ça augmente les fluctuations. Toujours pareil, les ruptures. Et donc, du coup, ils se sont fait inonder 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on va quand même faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sorti leur tractopelle, là, et ils ont creusé une rivière. Ils ont remis des lacets dans la rivière. Ils ont reméandré leur rivière. Et ce qui se passe, c'est que ça ralentit la rivière. Et donc, quand il pleut, cette rivière lente inonde la parcelle et n'inonde plus la ville. Et donc, on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse du territoire. Donc, c'est une réponse très simple où, en fait, on a compris que maintenant, il fallait rendre le territoire autonome face aux fluctuations en utilisant les services écosystémiques du territoire. Et alors, juste pour vous donner, parce que ça, ils l'ont fait avec des tractopelles à l'époque, aujourd'hui, ils pourraient le faire avec une entreprise qui est localisée à Valence, en France, et qui creuse des rivières avec des castors. Donc maintenant, on peut faire ça avec des castors. C'est pour vous dire, le monde dans lequel on est, c'est absolument incroyable quand même. Ça devient c'est quasiment du Walt Disney. Alors, ce qui me plaît bien, c'est que non seulement on est à la périphérie, là, avec ce petit village, mais ce qui m'intéresse, c'est que ça contamine, parce qu'on en parle au journal de France 2 à 20h. Là, bon, alors c'est pas BFM, c'est pas CNews, faut pas rêver. Enfin, on n'est pas encore au cœur nucléaire du système, mais on en est plus très loin quand même. Donc ça commence à contaminer. Alors un autre exemple, c'est l'agriculture évidemment. L'agriculture intensive, c'était le monde de la performance. En fait, c'est un monde où en fait on évitait les fluctuations en utilisant du pétrole, grosso modo, pour le dire rapidement. Comme ça, on fait de l'irrigation, des engrais, des pesticides, et donc on fait une agriculture extraterrestre sur Terre. Donc en fait, qui ne voit plus les fluctuations, qui est hors sol, littéralement. Bon, ça évidemment, alors ça a bien marché pendant un temps, je veux pas cracher dans la soupe, ça a permis de nourrir la population, mais sauf que les externalités négatives sont démentes maintenant. Enfin, 1/5 de la surface agricole américaine est peut-être polluée par des PFAS. Pendant 500 ans, peut-être qu'on ne pourra plus jamais rien cultiver sur 1/5 des surfaces agricoles américaines. Enfin, faut se rendre compte du délire. Donc en fait, l'agriculture intensive, ça marche encore, mais c'est la fin. Il y a quelques indicateurs qui montrent que c'est la fin. Les stocks de phosphate, par exemple. Le phosphate, en gros, l'endroit où il reste du phosphate, les carrières de phosphate, c'est au Maroc.
Les plus pessimistes pensent qu'on va arriver au pic de phosphate en 2040. Bon, bah ça veut dire qu'il reste une vingtaine de récoltes en agriculture intensive. Hein. Donc on arrive au bout de ce système-là, hein, pour des tas de raisons. Hein. Et ça c'est, vous voyez, en plus, c'est en supposant qu'il n'y ait pas de guerre, etc. Enfin, c'est vraiment... voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une bascule de l'agriculture intensive à l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture, les jardins créoles dans les Caraïbes. Donc toute une zoologie de solutions, où là, c'est plus du tout dépendant du pétrole. Ce sont les parcelles qui, grâce à la biodiversité cultivée, remplacent l'irrigation, les engrais, les pesticides. L'exemple typique, hein, c'est les mélanges variétaux de blé, par exemple. Les mélanges variétaux de blé, c'est une vingtaine de variétés de blé en mélange. Donc, il y en a un tiers qui sont résistantes à la sécheresse, un tiers qui sont résistantes aux inondations, et puis il y en a un tiers qu'au milieu. Donc, vous n'allez pas avoir le meilleur rendement, mais vous aurez une stabilité du rendement. Donc ça, c'est assurantiel, hein, très clairement. Hein. Donc, en fait, quand vous semez ça, vous aurez moins de rendement, mais par contre, chaque année, vous êtes sûr d'avoir un rendement et d'avoir à peu près la stabilité. Et en plus, vu qu'il y a des variétés qui sont différentes, il va y avoir des coopérations dans le champ qui vont faire que ce champ devient plus résistant aux pathogènes aussi, et à la sécheresse. Donc en fait, et ça c'est démontré. Hein, et ce qui est assez fort, c'est que c'est en train de se développer très fort en France. En 2010, hein, les mélanges variétaux, c'était 5% des surfaces cultivées. Très faible. Hein. En 2020, vers Montpellier, c'est 40%. 40%. Et ça ne va pas s'arrêter. Hein. En fait, quand on est un jeune paysan avec une petite parcelle et qu'on démarre, on ne peut plus démarrer en agriculture intensive aujourd'hui. C'est trop cher. On est forcé de démarrer en agroécologie. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, c'est en train de basculer. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un argument pour dire que on est en train de basculer vers le monde de la robustesse. Un autre exemple qu'on voit aux marges, c'est le tout réparable. Le tout réparable, c'est presque l'exemple le plus simple, hein, parce que ça, on peut le voir tous les jours. Il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation en ville, hein, de vélo, quoi. Voilà, c'était à peu près tout. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Il y a de tout. Hein. Royal Maire, c'est vers chez vous, hein, ça. Hein, c'est vers Guingamp, hein, c'est, je crois, des pulls garantie à vie. Il y a aussi, voilà, les Jimmy 83, aussi breton, hein, Brézélec. Brézélec, c'est de la réparation d'électronique agricole depuis les années 70. Alors, ils ont un peu traversé le désert, hein, le désert, le Brézélec. Mais aujourd'hui, c'est quand même un symbole. Hein. Brézélec, hein, ils ont ouvert des succursales aux États-Unis et en Australie. Une petite boîte bretonne de réparation électronique agricole. Mais ça, c'est un signal précurseur du monde qui change, hein, quand même. Hein. Voilà. Bon, il y a plein d'autres. Hein. Les extrêmes défis, ça, c'est des véhicules intermédiaires pour le monde rural. Hein. Donc, c'est plutôt pour le monde rural. Donc, c'est des véhicules entre une voiture et un vélo. Des véhicules qui vont entre 25 et 40 km/h. Hein. Donc, c'est plutôt de la mobilité locale. Mais par contre, c'est des véhicules qui sont entièrement démontables, entièrement interopérables. C'est tout en open access, évidemment. Ça redonne du sens à ce que c'est qu'un garagiste. Parce que là, vraiment, il peut bricoler la voiture, il peut juste à changer la carte d'électronique. Et puis surtout, vous pouvez imaginer, vous avez vu les rues de Valence en Espagne, là, avec toutes ces voitures qui étaient empilées. Bon, toutes ces voitures vont partir à la casse. On peut rien en faire. Hein. Alors que là, en fait, si on a les mêmes voitures dans les rues de Valence, on démonte tout et on remonte des voitures. C'est adapté au monde fluctuant. Parce qu'en fait, on a pensé le monde fluctuant. Bon, je sais pas qu'il faut faire que des voitures comme ça, mais c'est juste pour vous dire la palette, quoi, hein, qu'on peut ouvrir. Alors ça doit inverser beaucoup de choses, et donc notamment, ça inverse ce que c'est qu'un ingénieur. Un ingénieur dans le monde de la performance, hein, c'était celui, en fait, même le mot ingénieur, hein, c'est un mot de la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, qui, en fait, l'ingénieur, c'est celui qui fait des engins. Et l'engin, c'est les engins de guerre. Donc c'est des catapultes et des fortifications. Donc un ingénieur, c'est quelqu'un qui est au service de la violence. Oui, performance-violence, hein, toujours main dans la main. Hein. Ce qu'on va demander aux ingénieurs à l'avenir, c'est plus de faire des incréments de performance via des délégations techniques distantes, c'est de faire des solutions robustes. C'est du bon sens. Ça va devenir plus fluctuant, donc il faut que les solutions soient robustes. Donc, c'est quoi des solutions robustes ? Eh bien, il faut de la technodiversité. C'est-à-dire qu'un ingénieur ne va pas développer la meilleure solution. Il faut qu'il y ait un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, etc. Et en plus, il faut viser l'autonomie technique des citoyens. Il faut qu'au sein du territoire, il y ait les compétences, l'expertise, les outils pour réparer, pour adapter, pour s'approprier ces technologies. Donc ça peut être via des entreprises, via des associations, via des collectifs, ce que vous voulez, mais il faut que ce soit territorial, dans le bassin de vie. Sinon, ce n'est pas robuste. Enfin, je vous fais pas un dessin. Hein. Si la technologie dépend d'un microprocesseur fabriqué à Taïwan, c'est fragile. Hein. Enfin, voilà, c'est un cas simple. Bon, et donc, vous voyez aussi que ça permet de voir qu'en fait, le monde robuste n'est pas technophobe.
En fait, c'est le monde robuste qui est technophile, quand on réfléchit bien. Parce que dans le monde de la robustesse, si on fait des nouvelles technologies et qu'elles sont robustes, on les garde. L'impression 3D, si ça peut rendre les objets réparables à vie, on garde. Mais c'est pas pour ça qu'on arrête de faire des maisons en terre crue. On garde aussi. Parce que tout ça, c'est robuste. Par contre, dans le monde de la performance, chaque fois qu'on fait une nouvelle technologie très performante, elle écrase les technologies plus anciennes. C'est le monde de la performance qui est technophobe. Les amis chez la bougie, c'est le monde de la performance. Enfin, juste pour le dire rapidement, la technophobie, elle est du côté du monde de la performance. Et en plus, à chaque fois qu'on augmente les performances des technologies, on éloigne les citoyens de la technologie. Dans cette pièce-là, personne n'est capable de réparer son smartphone, alors que c'est devenu une prothèse numérique. C'est fou, quand même. Ça, c'est technophobe, littéralement. Donc voilà, le monde de la robustesse, technophile, plutôt sympathique, joyeux, quoi. Voilà. Diversité de solutions. Un petit dernier exemple aux marges, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit aux marges ? On voit se développer des approches coopératives, participatives, de plus en plus. Mais partout, les conventions citoyennes, etc. Et vous voyez, dans le monde de la recherche, ce qu'on voit aussi se développer très fort, c'est les sciences citoyennes, les approches participatives, la recherche participative. Donc avec les citoyens. Si vous voulez, nous, dans les labos, là, dans les universités, on peut se plaindre de la distance qui s'installe entre science et société. Mais si nous, universitaires, on ne sort pas de nos labos, faut pas rêver. Il n'y aura pas de lien qui va se faire entre science et société. Et donc ça veut dire que il s'agit pas de demander aux citoyens de venir valider nos approches ou nos résultats. Non, il faut poser des questions avec les citoyens. Donc en amont du projet de recherche, on va discuter avec des citoyens qui sont en dehors de l'université pour identifier des questions de recherche. Et ensuite, on travaille tout du long avec ça. Alors en fait, ce que les sciences citoyennes, ce qui est très intéressant, c'est l'exemple parfait du compromis entre performance et robustesse, parce que quand on fait des sciences citoyennes, c'est beaucoup plus lent. Alors, c'est vraiment nettement plus lent, c'est plus hétérogène, il y a plein d'incohérences, on peut faire des projets sur le climat avec des climato-sceptiques, par exemple. Voilà. Mais ça, c'est très fertile, c'est les désaccords féconds de Patrick Vivray. C'est ça qui marche vraiment. Donc c'est plus long, et en plus, au niveau de la carrière scientifique, c'est absolument pas reconnu. Ce qu'on publie dans des journaux, mais complètement cryptiques, parce qu'évidemment, c'est des savoirs très situés, très locaux. Donc en fait, c'est pas avec ça qu'on fait une carrière, parce que les carrières sont plutôt basées sur l'excellence universelle. Donc c'est dans les grands journaux, etc. Donc en fait, vous voyez, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix, mais c'est un vrai choix de société. Donc en fait, quand on est finalement du service public, quand on est fonctionnaire, il faut quand même à un moment se demander quelle est notre fonction sociale et quelle est la fonction sociale de la recherche. Et donc les sciences citoyennes, la recherche participative, c'est une des façons de refaire du lien science-société par la recherche. Et donc pas juste dire non, la recherche c'est à part, on fait des actions mais c'est à part. Non, c'est tout le métier qui peut s'allier avec cette idée-là. Et en fait ça se développe très fort. Donc il y a les atécopoles, par exemple, ateliers d'écologie politique. Ils ont beaucoup démarré à Toulouse, mais maintenant il y en a un peu partout en France. Voilà, je vous invite à aller voir, c'est assez réjouissant. Alors du coup, on arrive à cette balance en fait en regardant les périphéries. Donc là, vous voyez, les sciences citoyennes, c'est plutôt les marges du domaine scientifique, c'est les marges de l'université, mais c'est en train de contaminer le cœur. Et donc en fait, on est en train de basculer. On vit un basculement. C'est une révolution copernicienne. C'est vraiment une révolution culturelle, ce que nous vivons. Ce n'est pas une révolution technique. C'est une révolution culturelle, de mentalité. En fait, c'est un moment où on se rend compte que pendant des années, on a vécu dans ce monde, cette fiction du monde abondant, stable, où on pouvait faire de la performance tout le temps. Et puis de temps en temps, quand il y avait une crise, on se posait la question de la robustesse. Aujourd'hui, si on prend vraiment au sérieux les rapports scientifiques, on se rend compte qu'on est dans un monde de plus en plus fluctuant, donc il va falloir faire de la robustesse tout le temps, et de temps en temps, autoriser la performance. Donc c'est un peu comme la fièvre, de tout à l'heure. Si vous voulez un exemple social, ce serait le pompier. Le pompier, quand il va au feu, il fait de la performance. Il ne fait pas une approche participative pour savoir qui va au feu. On est d'accord. C'est dictatorial. Mais donc là, ça c'est performant, mais ça se justifie complètement. Par contre, c'est pour une courte durée. Le pompier qui est au feu, il s'en va au bout d'un moment. Et puis c'est bien sérieux, quoi. Il y a vraiment des règles là-dessus. Et après, en fait, le pompier qui n'est pas au feu, il dort, il attend qu'on le sonne, il s'entraîne. Mais ça, c'est plutôt de la robustesse. En fait, c'est un bon modèle, si vous voulez, un bel exemple d'un métier qui est en fait déjà dans le monde fluctuant, si vous voulez. Donc là, on peut penser tous nos métiers à cette aune-là. Ok, alors du coup, une fois que je vous ai dit ces exemples un petit peu inspirants, ce que je voudrais terminer en fait en vous donnant quelques clés pour monter en échelle. Comment on fait pour décliner ou plutôt construire la robustesse
dans ces organisations, à l'université, dans la santé, etc. Alors, je vais commencer avec la partie culturelle. Évidemment, il faut d'abord ringardiser la performance. En fait, il ne faut pas hésiter. Hein. Tous les jours, il y a des exemples, donc vous pouvez en discuter, partager. Voilà, c'est vraiment, mais c'est sur un plateau. Hein. Tous les jours, il y a des exemples de performances mortifères. Hein. Carlos Tavares la semaine dernière. Enfin, vraiment, il y en a vraiment, mais tout le temps, hein, des ultra performants. Hein. Carlos Tavares, il disait qu'il était un psychopathe de la performance, hein. Un taliban de la marge. C'est toujours pareil, hein, performance-violence. Hein. C'est vraiment, on y est. Hein. Voilà, Javier Milei, lui, il dit qu'il va sabrer les services publics à la tronçonneuse. Toujours pareil, hein, performance-violence. Bon, et on voit le résultat, la pauvreté qui décolle. Hein. Donc en fait, c'est vraiment très facile. Mais vous voyez, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait, ringardiser la performance, ça veut dire qu'on a compris que nous tous, nous toutes, on est dans le culte de la performance. Nous sommes dans une dérive sectaire. On ne questionne plus la performance. On pense que c'est toujours positif d'augmenter la performance, alors qu'on le voit que ça crée du burn-out des humains et du burn-out des écosystèmes. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Alors du coup, en science, il y a une chose qu'on peut faire qui est assez simple, et notamment pour les biologistes. Nous, très souvent, les biologistes, hein, les chercheurs, quand on travaille sur une petite voie de signalisation, une molécule, une protéine, on va d'un seul coup trouver que c'est super performant parce que cette enzyme, elle va phosphoryler spécifiquement cet acide aminé, etc. Et on va très vite être tenté d'utiliser des mots programme, blueprint, gène maître, cascade. Tout ça, c'est du vocabulaire créationniste. C'est vertical. Ça n'a absolument aucun sens biologique. Et alors, on va surtout utiliser le mot optimisation. Alors, c'est vrai qu'on peut trouver des moments d'optimisation si on se focalise sur notre microprocessus. Mais il ne faut jamais oublier que ce microprocessus est dans une énorme boule où il y a plein de redondances, plein d'incohérences, plein d'hétérogénéité, et que l'ensemble du système n'est pas optimisé. Et donc, quand je dis bannir le mot optimisation, ça veut au moins prendre de la distance avec cette idée-là. Parce que les mots ont un sens. Et donc, si nous, scientifiques, nous utilisons les mots d'optimisation en disant, là, on a identifié un système vivant qui optimise une fonction, c'est en fait mortifère. Puisque finalement, on est en train de relayer un discours sur une base extrêmement étroite, qui n'est pas la vérité du vivant. C'est beaucoup plus pluriel que ça. C'est pas juste ce petit processus qui définit tout le vivant. Alors, on a une responsabilité de scientifique. Et donc, du coup, si on fait de la recherche appliquée, alors là, je sors du milieu biologique, hein, mais dans la recherche appliquée, alors je prends des exemples évidemment un peu caricaturaux, mais c'est juste pour vous dire que on peut avoir des tas d'idées. Et pourquoi pas? Enfin, je veux dire, voilà, des innovations. Bon, alors il y a à boire et à manger, hein, comme vous pouvez voir. Mais en fait, c'est plutôt pour vous dire, mais quand on fait de la recherche appliquée, la première chose à se poser, la première question à se poser, c'est est-ce que je suis en train d'entretenir le culte de la performance ou est-ce que je suis en train de me poser une question de robustesse socio-économique et économique? Alors là, j'ai pris des exemples, vous voyez, un peu caricaturaux. Je vais prendre des exemples qui sont un peu plus controversés. Par exemple, faire de la recherche sur la géo-ingénierie. On peut penser que c'est très bien la géo-ingénierie parce qu'il va falloir capter tout cet excès de CO2, mais sauf que si ça marche, ce truc-là, alors déjà en général ça consomme beaucoup d'énergie, ça fait des effets qu'on ne comprend pas très bien, mais surtout ça va permettre à l'industrie de continuer d'émettre du CO2. Donc en fait, la géo-ingénierie, au premier ordre, ça légitime le business as usual. Donc personnellement, je pense que c'est pas forcément la meilleure question à se poser. Il y a peut-être d'autres questions à se poser que faire de la géo-ingénierie. Un autre exemple, c'est la fusion nucléaire. Se dire, souvent, hein, la question écologique, hein, c'est d'ailleurs un biais énorme de ces dernières décennies. On a réduit la question écologique à une transition énergétique, comme si c'était l'énergie le problème. Alors moi, le biologiste qui je suis, je dirais, oui, c'est une question d'énergie métabolique. Métabolique, c'est ça le sujet. Mais l'énergie nucléaire, les panneaux solaires, tout ça, c'est complètement secondaire. En fait, on a besoin d'énergie pour faire fonctionner la société, mais si un jour on arrive à faire fonctionner la fusion nucléaire, donc à faire de l'énergie gratuite et illimitée avec de l'eau, hein, c'est le projet ITER, hein, pour le dire rapidement, si on a un jour accès à cet excès d'énergie gratuite, on va faire la guerre. C'est ça, hein, quand on a accès à de l'énergie gratuite, on la dissipe. Et quand il y a trop d'énergie, on la dissipe très rapidement. Comment on fait pour dissiper énormément d'énergie rapidement? On fait la guerre. La dernière fois qu'on a eu accès à beaucoup d'énergie, on a fait 2 guerres mondiales. Donc en fait, il ne faut surtout pas que le projet ITER réussisse. Il faut qu'il échoue, ce projet.
Parce que s'il marche, heureusement, il y a plein de raisons qui vont faire que ça risque de quand même pas marcher, mais si un jour ça marche, alors c'est vraiment très dangereux pour l'humanité. C'est ça, le vrai trou noir, c'est celui-là. Hein. C'est le trou noir que nous allons nous-mêmes nous infliger. Et puis le dernier exemple, c'est l'agriculture de précision. On peut penser que c'est quelque chose de très vertueux parce qu'on consomme moins d'engrais, moins de pesticides avec des drones, du numérique. On met exactement la dose qu'il faut d'engrais dans la parcelle. Alors là, bon, vous voyez toutes les fragilités. Hein. Les paysans, là maintenant, ils étaient déjà dépendants d'une technocratie pour les engrais, pour les pesticides. Ils vont maintenant être dépendants en plus de la technocratie des drones et du numérique. Et en plus, en faisant ça, on va rendre les parcelles plus homogènes. Pourquoi veut-on que les parcelles soient plus homogènes ? C'est pour continuer à faire des monocultures. Et donc, en fait, on est en train, encore une fois, de lutter contre la biodiversité pour réduire notre empreinte énergétique, hein, finalement. Hein, ça revient à ça. Donc, ça n'a aucun sens. En fait, c'est une industrie de niche. Ce n'est certainement pas une réponse à la question socio-écologique. Donc, vraiment, se poser ces questions-là, quoi. Et donc en fait, voilà, ça revient à la phrase en dessous. Hein. En fait, si on se pose vraiment la question de la soutenabilité, comment on fait pour durer ? Il faut être robuste. Comment on fait pour être robuste ? Il faut aller contre la performance. C'est un peu l'équation, hein, si vous voulez. Ok, alors, autre chose qu'on peut faire, c'est un audit interne de robustesse. Donc là, peut-être plus pratique pour les organisations. Est-ce que mon organisation est prête pour le monde fluctuant qui vient ? Donc un audit interne de robustesse, c'est très simple. C'est le contraire de ce que vous demanderez McKinsey. Hein, voilà, c'est déjà bon signe. En fait, ce que vous faites dans un audit interne de robustesse, c'est que vous listez les contre-performances de votre organisation et au lieu de les évacuer, vous essayez de voir en quoi ça ajoute du jeu dans les rouages, en quoi ça ajoute des marges de manœuvre. L'exemple typique, hein, c'est la pause café. Une pause café, c'est une perte de temps, si vous voulez, c'est pas du temps performant, mais par contre, on fait du lien social, on fait du sentiment d'appartenance et on fait aussi de l'innovation. Parce que par sérendipité, il y a des collisions aléatoires d'idées pendant une pause café. Ça, c'est de la robustesse. Donc, en fait, dans un audit interne de robustesse, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est une inversion hein, de beaucoup de valeurs. Donc, évidemment, qu'on arrête le zéro stock. Le zéro stock, ça ne marche que si le monde est stable et abondant en ressources. Dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources, on fait des stocks. On arrête avec le flux tendu. Le flux tendu, c'est pareil. Ça demande qu'il y ait une abondance de ressources et que le monde soit stable. Dans un monde instable, on ne fait pas du flux tendu. Il y a des redondances, il y a des doublons à tous les tournants. Donc il y a de la diversité, il y a de la polyvalence, l'intéressement collectif, etc. Et donc c'est de nouveau le verbe. Hein, on ne prévoit plus, on se prépare. Donc on explore, on expérimente, on diversifie. Ou si je vous le dis différemment, une autre façon de voir les choses, c'est la notion de délai, par exemple. Dans le monde de la performance, le délai, on essaye de faire des délais les plus courts possibles. Dans le monde de la robustesse, on essaye de faire des délais les plus fiables possibles. Et qu'en fait, c'est plus la durée du délai qui est importante. C'est de savoir que on va être livré, que ce soit un service, un produit, à telle heure, tel jour. Mais si c'est dans un mois, si c'est dans 2 mois, c'est secondaire. Mais par contre, on sait que tel jour, on sera livré. Voilà. Ça, c'est la fiabilité du délai. Mais c'est une autre façon de voir. Hein. C'est pour ça que c'est une révolution culturelle. Alors, un autre outil qui est utile, c'est le stress test. En fait, dans le monde de la performance, donc on a 1001 façons de mesurer la performance. C'est donc les KPI, les Key Performance Indicators, les indicateurs de performance. Il y en a plein, mais plein. Et donc, en fait, le mot indicateur ça trahit en fait l'idée qu'on pense que le monde est stable. Un indicateur, ça n'a de sens que si le monde est stable. Dans un monde instable, un indicateur, c'est très relatif, parce que demain, c'est peut-être complètement différent d'aujourd'hui. Donc en fait, on fait plus tellement des indicateurs de performance, ou si on en a, on les met sur le côté. Ce qu'on fait d'abord, c'est des stress tests, des tests de robustesse. Donc ça, c'est des jeux, c'est des scénarios, où on fait fluctuer les paramètres de l'organisation. Donc on se dit, par exemple, qu'est-ce qui se passe si l'année prochaine, le pétrole est 30% plus cher ? Qu'est-ce qui se passe si la Chine envahit Taïwan la semaine prochaine ? Et donc la Chine ferme ses frontières. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un virus informatique, qui éteint Internet pendant 6 mois sur toute la planète ? Ça nous pend au nez, hein, ça va arriver. Bon, tout ça, c'est des fluctuations qui sont c'est ludique, hein, parce que là c'est un jeu, ça n'arrive pas vraiment. Donc c'est un jeu, donc on joue sérieusement. Et donc la question évidemment, c'est de se dire mais comment on se prépare à ça ? Et si on le fait sérieusement, ça veut dire qu'on aura augmenté les marges de manœuvre, hein, et c'est toujours pareil. En fait, ça permet de s'approprier le monde fluctuant, donc on augmente les marges de manœuvre, et puis le jour où il y a une crise qui arrive, c'est encore autre chose, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, encore autre chose. Mais vu qu'on a augmenté les marges de manœuvre, on est capable de passer la crise.
Donc ça sert à ça, les stress tests. Ça permet d'augmenter sa robustesse avant que la crise arrive. Puis oui, j'ai mis un petit carton là parce qu'en fait, dans ces projets un peu exploratoires, on lance des projets qui beaucoup avortent, vont nulle part. Ça c'est comme en recherche d'ailleurs, il y a plein de projets qui vont nulle part, et c'est comme en biologie, il y a plein d'innovations biologiques qui sont allées nulle part. Mais par contre, le jour où il y a une crise, eh ben, on va chercher tous ces vieux projets qui n'ont pas marché, c'est les vieux cartons qu'on a mis au grenier, on les réouvre, et là on trouve dedans des pépites, des projets qui n'étaient pas pertinents dans le monde d'avant, mais qui deviennent très pertinents dans le monde d'après. Les maisons en terre crue, les véhicules intermédiaires, tout ça, c'est des cartons d'avant, qu'on a réactivés, qu'on réactive actuellement. Alors, dans le monde je vais vous donner un exemple quand même dans le monde de la santé pour voir, c'est pas du tout exhaustif et en plus, c'est pas mon domaine, mais juste pour vous donner une petite idée jusqu'où on peut aller. En fait, dans le monde médical, ce qui est assez remarquable, c'est que le monde médical, je le dis de façon un peu trop brutale, est en fait assez éloigné de la question socio-écologique. C'est un peu comme si la santé biomédicale, était un peu isolée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le secteur du bâtiment, même des mobilités, tout ça, il y a vraiment un gros effort sur la question écologique. Le monde médical, en fait, à part les bilans carbone et les questions énergétiques, mais finalement, comment on construit un hôpital, en fait, on le repense pas. Alors qu'en fait, il y a plein de leçons extrêmement fertiles à prendre du milieu socio-écologique, du domaine socio-écologique. En fait, il faut juste penser le monde fluctuant de demain. Donc, dans un monde fluctuant en fait, quasiment actuel, avec le numerus clausus, le fait que dans 10 ans, on a déjà des déserts médicaux, mais ça va être encore pire dans les années à venir. Donc, il va y avoir des ruptures de personnel. Il va y avoir des hôpitaux où il n'y aura plus de médecins. Il y aura des hôpitaux où il y aura des ruptures dans tous les sens. Donc, comment on fait dans ce monde fluctuant ? Et ben, c'est là où les leçons des écolos, entre guillemets, peuvent être très pertinentes pour un hôpital. Et donc, on peut importer certaines idées du monde plutôt écolo à l'hôpital. Alors, c'est quoi ? Eh ben, je vais vous le dire assez brutalement. On peut très bien avoir des hôpitaux qui ont les technologies les plus high-tech qu'on puisse imaginer, des super IRM et tout ça, très bien. Mais il faut être clair, tous les hôpitaux ne pourront pas avoir ça. Un hôpital de campagne n'aura pas la dernière technologie. Alors, il y a deux choix. C'est soit on met quelques grands hôpitaux en France avec des super technologies et on fait de la téléconsultation pour tout le reste du territoire. Bon, inutile de vous dire que c'est très fragile. Je vous renvoie au virus qui était à Internet pendant 6 mois. Ça marche moins bien, la téléconsultation. Voilà. Donc du coup, ça marche pas très bien. Donc l'autre solution, c'est oui, on a quelques hôpitaux comme ça hyper high tech, mais on a tout un maillage de maisons de santé où là, c'est une hybridation entre des médecins, mais aussi des citoyens qui peuvent rentrer dans l'hôpital et qui vont avoir des fonctions médicales dans l'hôpital. Ça, c'est du participatif, c'est du coopératif. Mais oui, ça s'anticipe, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est au moment de la crise, il faut être prêt à ça. Donc ça, c'est le participatif. Mais il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Évidemment, l'alimentation, comment on alimente ces hôpitaux. Bon, ça, c'est un peu trivial avec l'agroécologie, c'est en train de venir dans les hôpitaux, cela dit. Mais les circuits courts, d'où viennent tous mes produits dont j'ai besoin à l'hôpital. Penser que, encore une fois, que les principes actifs soient, la plupart se produisent en Inde et en Chine, c'est une aberration totale. Si nos anesthésiants viennent d'aussi loin, je vous fais pas un dessin, mais c'est quand même assez perturbant. Le low-tech, c'est qu'en fait, si on a des super technologies hyper high-tech, c'est très bien, mais si c'est des citoyens qui commencent à participer à l'effort médical dans des hôpitaux de campagne, dans des maisons de santé, il vaut mieux du low-tech, il vaut mieux des choses qui soient simples, faciles à réparer. Donc, il va falloir y avoir un peu toute une gamme, toute une diversité d'outils dans les hôpitaux. Et donc, il me semble qu'il y a un vrai coup à jouer sur repenser l'hôpital dans un monde futur. Et donc, avoir toute cette gamme hospitalière. Bon, la modularité, etc. Et donc, je vais enfoncer le clou à cran plus loin sur la santé. En fait, en allant vraiment au cœur, c'est quoi la définition de la santé ? Je sens que je suis peut-être un petit peu loin, il est déjà 3 heures, faut que j'arrête. La définition de la santé, alors c'est là je vous mets la définition de la santé selon l'OMS. Définition de santé selon l'OMS, c'est la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement une absence de maladie ou d'infirmité. Définition extrêmement moderne de la santé, très pertinente. C'est qu'en fait, ce qui est mis en avant dans la définition de la santé selon l'OMS, c'est le bien-être. C'est le bien-être mental, physique, et sociale. Il y a la santé sociale dans la santé. Alors, ce qui manque, par contre, c'est qu'il n'y a pas la santé des milieux naturels. Bon, on est en 46, ça peut se comprendre quand même, voilà. Mais quand même,
il y a ce manque-là. Mais tout le reste, franchement, et vous voyez, la santé curative ne vient qu'en deuxième. Hein, c'est la santé préventive d'abord, hein, le bien-être. Hein, voilà. Alors du coup, quelle a été notre réponse? Eh bien, en fait, on a vu apparaître le One Health, qui est censé corriger l'erreur de l'OMS, c'est-à-dire de ne pas considérer la santé des milieux naturels. Alors le One Health, alors je vais être un tout petit peu à charge, si ça vous va, mais je suis un peu à charge en général. Mais le One Health, en fait, il y a un petit problème, oui, dans ce schéma-là, avec la santé des humains, la santé des animaux, la santé de l'environnement. Le petit problème, c'est que ces trois cercles, alors ça s'appelle One Health et il y a trois cercles, bon, ça c'est juste pour le truc, mais ça dit quand même des choses, c'est qu'en fait, on a l'impression que il y a la partie bleue, là, tout en haut, c'est une partie de la santé humaine qui ne dépendrait pas de la santé de l'environnement. Alors, il va falloir m'expliquer qu'est-ce que c'est que cette santé des humains qui ne dépend pas de la santé de l'environnement. 100% de la santé des humains dépend de la santé de l'environnement. C'est une erreur, hein, c'est très clairement une erreur. Et puis, alors, il y a aussi d'autres choses, c'est que, enfin, je vais juste vous dire un dernier point, il y a pas mal de critiques qu'on peut faire. Mais vous voyez, en fait, là, on voit santé des humains, santé des animaux, santé de l'environnement. Alors, si moi, je suis Hayek, Friedman, Nordhaus, hein, donc on va dire un économiste néolibéral, alors là, c'est le jackpot, hein, la santé sociale a disparu. Et donc, le One Health, c'est aussi un moyen de faire disparaître la santé sociale et de basculer vers de la pensée magique, où on va prendre soin des milieux naturels, et comme ça, comme par magie, les gens vont mieux se porter. Donc du coup, nous, ce qu'on vous propose à l'Institut Michel Serres, c'est quelque chose de beaucoup plus pragmatique, c'est la santé commune. Et vous voyez, commun, c'est pas pour rien. Santé commune, en fait, donc là, c'est la pyramide qu'on a dans les projets actuels, plutôt performants, si vous voulez, où en fait, quand on fait des projets, on pense qu'il faut d'abord prendre soin des fondations économiques. Si on a des solides fondations économiques, alors ça crée du lien social. S'il y a du lien social, dans le temps qui nous reste, on va pouvoir s'occuper de l'environnement. Bon, cette pyramide n'a aucun sens, hein. Parce que la fondation, elle est économique. L'économie, c'est une abstraction mathématique. Il n'y a pas de base physique à cette pyramide. En fait, cette pyramide, elle ne marche que si on ajoute une brique avec des ressources abondantes et pas chères sous l'économie. Le rôle de l'économie, c'est de gérer l'abondance de pétrole, de métaux, de ressources naturelles. Et là, ça marche. Enfin, ça marche jusqu'à ce que ça épuise des ressources et que ça génère des externalités négatives, hein. Ça, c'est en biologie, c'est ce qu'on appelle un parasite, hein. Le rôle des parasites, c'est ça, hein, c'est de gérer l'abondance des ressources. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources? Eh bien, ça y est, là, on fait de la santé commune. C'est qu'en fait, tout projet doit d'abord prendre soin des milieux naturels. Si on prend soin des milieux naturels, alors ça crée du lien social. S'il y a du lien social, alors ça créera des modèles économiques. Et donc, l'économie n'est plus la contrainte d'entrée, c'est le produit de sortie. Et c'est sa place. Il faut que l'économie soit dans le social et pas l'inverse. Parce que sinon, on fait rentrer la société dans un dogme économique. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Et vous voyez, en fait, les deux phrases, là, en fait, ça permet de résumer quasiment tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Dans les années 80, à l'époque du développement durable, hein, si vous voulez, c'est là où on se posait la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Ben, ça, c'est encore une posture très descendante. Comme si on pouvait contrôler les fluctuations de l'environnement. Non, c'est trop tard, ça va fluctuer. Enfin, je vais vous faire pas le topo. Donc, du coup, il ne faut pas se poser la question de l'impact de nos activités sur l'environnement. Il faut se poser la question de l'impact de l'environnement sur nos activités. Et donc, il va falloir ajuster nos activités à un monde qui va devenir de plus en plus fluctuant. Et donc, ça change beaucoup de choses. Alors, je termine vraiment. Posture du décideur. Dans le monde de la performance, un décideur, c'était plutôt quelqu'un qui était dans cette posture-là, qui disait « je veux et je sais comment faire ». Donc ça, évidemment, que ça marche quand il y a plein de ressources, ça marche beaucoup moins quand il y a moins de ressources. Donc du coup, on bascule vers autre chose. Donc le décideur dans le monde de la robustesse, c'est plutôt un facilitateur, une facilitatrice, qui va dire « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». Donc c'est quelqu'un qui passe du vouloir au désir et qui, dans ce désir, ne met pas la solution sur la table, il ou elle met le manque de solution sur la table. Quand on met le manque de solutions sur la table, en fait, on fédère un collectif, on mobilise un collectif. Et ça, c'est robuste. Parce qu'en fait, si le décideur, pour une raison ou pour une autre, part, disparaît, etc., en fait, ça va continuer. Ça va continuer à se propager, à se déployer. Ça, c'est robuste, y compris à l'absence du décideur. Alors, juste pour terminer, vraiment, juste pour vous dire que cette robustesse, j'ai vraiment arrêté, la robustesse, en fait, c'est en train de d'irriguer. Donc, il y a quelques territoires qui s'en sont emparés fortement. Donc, vous voyez, les hospices civils de Lyon, voilà, ont mis la robustesse dans leur stratégie. Mais il y a plein de territoires. Je voudrais quand même souligner un gros territoire, la région de Wallonie-Bruxelles. Donc c'est toute la Belgique francophone, hein, si vous voulez.
7000 une administration de 7000 personnes, tous les départements, hein, justice, transport, mobilité, tout ça, ils ont mis pour leur vision 2030 la robustesse. Rien d'autre, hein. C'est la robustesse. Et donc ils sont en train de s'acculturer à cette problématique et à développer des stratégies de robustesse sur leur territoire. Donc ce sera certainement le premier grand territoire qui embrasse la robustesse et donc qui comprend le monde en rupture. Et c'est pas pour rien que ce soit la Wallonie, hein, parce que c'est un territoire qui a subi des grosses fluctuations par le passé, y compris récemment, hein, les méga inondations en 2021. Donc en fait, ils ont compris le monde fluctuant. Et du coup, ils s'en emparent de la robustesse. Bon, je m'arrête là. Il y a des bouquins. Le petit tract Gallimard, peut-être, c'est le texte d'intervention, qui est peut-être le plus simple, 60 pages. Ouais. Bon, il y a des autres bouquins. Sinon, il y a un MOOC, si vous voulez creuser cette affaire-là, c'est 20 fois une demi-heure sur construire la robustesse. Et sur le site de l'Institut Michel Serres, il y a plein de ressources aussi. Si vous êtes sur l'onglet S'impliquer, il y a les premiers pas, il y a des formations. Voilà. Donc, vous pouvez explorer ça. Et je vais m'arrêter là. J'ai été un petit peu long. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste dire aussi un mot, la conférence sera enregistrée si jamais il y a des moments que vous voudrez revoir par la suite. Je voulais quand même vous le dire. Voilà. Donc je vais passer le micro à Erwan Dumonté pour vos questions. Soyez pas timide pour poser vos questions. Bonjour. Donc, je trouve qu'on peut faire plein de parallèles avec ce que vous avez dit et les travaux de Taleb sur l'antifragilité. Ma question, c'est est-ce que l'antifragilité, c'est de la performance ? Alors, il y a le risque performant avec l'antifragilité, en effet. Alors, l'antifragilité, c'est une variante de la résilience. Donc, la résilience, hein, c'est on tombe et on se relève, et on revient à l'état initial. L'antifragilité, c'est on tombe et on se relève plus haut. Donc, c'est par exemple quand on se casse un os qui se répare, localement, l'os est plus rigide. Donc, il a gagné des valeurs par la chute. Donc, en fait, on peut penser que ça pourrait parler avec la robustesse, ça. Alors, le problème de l'antifragilité et de la résilience, c'est que c'est récupérable parce que c'est une trajectoire. C'est une trajectoire, et du coup, une trajectoire, ça peut s'optimiser. On peut essayer de tomber moins bas pendant moins longtemps. Et aussi, dans le monde néolibéral qui est encore le nôtre, c'est devenu une injonction à tomber pour se perfectionner, pour devenir encore plus fort. C'est la politique nationale de la résilience au Japon après Fukushima, hein, c'est une phrase, hein, pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Vous voyez l'arnaque, hein, quand même. Donc en fait, c'est le problème. Hein, en fait, chaque fois que c'est des trajectoires, c'est optimisable et ça retombe dans le culte de la performance. Donc la robustesse, c'est pas une trajectoire où on tombe, on se relève. La robustesse, c'est des bornes qu'on élargit et on autorise des trajectoires entre ces bornes. Donc dedans, il y aura la trajectoire antifragile, il y aura la trajectoire résiliente. Mais si on tombe, on est sûr de se relever. Ce ne sera pas fatal. Si je vous le dis différemment, la résilience, l'antifragilité, ça marche que si on est d'abord robuste. La robustesse, c'est un principe pragmatique dans un monde fluctuant, mais c'est aussi une méthode. Il faut commencer par la robustesse. Et après, on peut imaginer des chemins. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question sur le fait que vous évoquiez que les changements viendront de la marge, mais quid de l'action publique, des politiques publiques transsectorielles, totalement transsectorielles, parce que c'est quand même ça le cœur du sujet. Bien sûr, merci pour la question, parce qu'en effet, je ne voudrais pas donner l'impression que par magie, hein, tout va basculer et que tout va bien se passer. Je ne voudrais pas dépolitiser les choses. Hein. C'est que la nuée d'oiseaux est dépolitisée. Parce que c'est comme un flocon dans une avalanche. Hein. Voilà. Nous ne sommes pas des flocons dans une avalanche. Nous sommes toutes et tous des décideurs à notre échelle. Et donc, on a un rôle de catalyse pour en fait accélérer ce mouvement-là. Et donc, du coup, pour moi, le rôle du décideur, c'est d'être conscient d'avoir cette vision du monde, d'endosser le fait scientifique, de comprendre le monde fluctuant qui vient et à quelle vitesse ça va. C'est vraiment... C'est l'échelle de 5-10 ans, hein, quand je vous parle d'inbasculance. Mais on est vraiment en plein dedans. Hein, on est en plein dedans. Donc, comprendre ça, et ensuite, le faire de façon habile, pertinente. Et donc, comment on fait pour qu'un bascule... En gros, le sujet, hein, c'est de basculer sans faire la guerre civile. Hein, ça, c'est la première mission d'un politique, c'est d'éviter la guerre civile. C'est son premier rôle. Et donc, comment on fait ? Et en fait, c'est de voir que ce basculement est inéluctable, et donc de le faire avec le moins de casse possible. Comment on fait pour qu'il y ait le moins de casse possible ? On va taper dans la frange qui n'est ni à la marge, qui est déjà dans le monde d'après,
ni dans le cœur du système qui de toute façon ne va jamais basculer, donc on est juste entre les deux. Et c'est là où en fait on peut faciliter, stimuler les interconnexions entre les initiatives pour que ça se contamine encore plus vite et plus rapidement par la base. Et en fait c'est ça qui évite, enfin pour moi c'est ça qui évitera des affrontements trop forts. Là en fait on voit bien, on est dans une société hyper polarisée, hein. Enfin on a une tripolarisation à l'Assemblée, enfin il y a de la polarisation à tous les tournants. Et donc c'est vraiment maintenant, c'est d'autant plus important d'avoir ces lieux de dialogue où justement on fait du désaccord fécond de Patrick Vivray, quoi. En fait où on passe du temps à définir les termes pour se mettre d'accord sur les termes. Et là, en fait, quand on commence à discuter, c'est là qu'on commence à contaminer. Mais c'est vrai qu'il faut cibler des publics qui sont fertiles. Donc ceux qui sont dans le trouble, qui sortent d'un burn-out, qui sont dans cette période de questionnement. Là, c'est un terreau extrêmement fertile pour contaminer le cœur. Oui, ouais. J'avais une question qui est peut-être très pragmatique. Comment envisager le financement de ce nouveau monde et de ce basculement justement vers une nouvelle pratique, notamment par rapport à la recherche et à la santé? Oui, alors les financements, alors si je prends l'exemple de la France, hein, que je connais mieux, en fait la France c'est un pays extrêmement riche, hein. Enfin ça vous a pas échappé, hein. Nous sommes un pays extrêmement riche, c'est juste que l'argent est très mal distribué. Vous savez par exemple hein, que dans la dernière décennie, il y a toujours un classement hein, des pays qui ont accueilli le plus de milliardaires, enfin où le nombre de milliardaires a augmenté le plus vite. Donc le premier pays dans les 10 dernières années hein, où il y a eu le plus de milliardaires, c'est la Chine. Le deuxième pays derrière la Chine, c'est la France. Nous sommes un pays qui connaît des très fortes inégalités. Enfin, ça commence, c'est très fort. Enfin, les gilets jaunes, hein, c'est pas pour rien. Donc en fait, on est dans un moment comme ça. Alors du coup, le financement, en fait, pour moi, c'est assez simple. Enfin, je suis pas économiste, donc c'est pour ça que c'est trop simple pour moi. Donc ça mériterait une discussion. Mais c'est que des vases communicants. Par exemple, aujourd'hui en France, acheter de la nourriture ultra transformée, c'est moins cher que d'acheter de la nourriture dans un marché. C'est pas normal. Enfin, là, je suis un bête citoyen. Hein. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un bonus et un malus sur des pratiques dont on sait qu'elles sont écologiques, qu'elles vont nourrir la robustesse sociale? En fait, donc, pour moi, l'argent, c'est pas une question de quantité. Il y a largement assez d'argent. C'est juste qu'il est très mal distribué finalement. Donc, on peut très bien imaginer d'autres façons de faire. Alors, par contre, ça peut aller assez loin. Donc là, je vous renvoie à Bernard Friot, par exemple, hein, qui est un grand défenseur du salaire à vie. Ça permettrait de faire beaucoup de ménage dans des métiers qui n'ont plus aucun sens, même par ceux qui les font, hein, qui ont des très bons salaires, mais qui savent très bien que ça sert absolument à rien, que c'est toxique pour la société. Et d'autres métiers, ceux qu'on a vus pendant le Covid, hein, les premiers de corvée, qui font tourner la société, qui sont les gens les moins bien payés, alors que c'est eux qui construisent la robustesse sociale. Bah, eux, ils devraient avoir un meilleur salaire quand même. Enfin, là, je veux pas être un révolutionnaire, mais c'est pragmatique. Dans un monde qui devient fluctuant, il faut soigner ceux qui s'occupent de la robustesse territoriale, sociale, économique, quoi. Bah, c'est eux en fait. Donc en fait, en gros, c'est pas une question de financement, c'est une question de courage politique. Voilà, pour moi. On va reprendre 2 questions encore et puis après on va enchaîner avec la table ronde si vous voulez bien. Ouais, merci Olivier. Juste une question par rapport à l'agriculture. Tu disais tout à l'heure que l'agriculture performante / intensive nous a amené quelque part à être 7 milliards sur cette terre. Est-ce qu'on sait mesurer les conséquences d'une bascule vers une agriculture robuste? Ouais. Alors en fait, ce qui est chouette avec la démographie, c'est que au début des années 2000, hein, c'est là où on avait encore l'histoire de la bombe humaine. En 2100, on serait 12 milliards, on serait 14 milliards. Il y avait ces scénarios-là. Bon, aujourd'hui, depuis Earth for All, hein, un des derniers rapports en 2021, on sait que la population mondiale va baisser chaque année à partir de 2050 et même probablement à partir de 2040. Donc en fait, nous allons vivre, nous là, tout le monde là, nous allons être la première génération à voir la population humaine baisser chaque année. Ce n'est jamais arrivé en 315 000 ans d'Homo sapiens. Enfin, c'est arrivé 1 ou 2 fois quand il y a eu des pestes noires pendant 1 ou 2 ans, hein, mais c'est à peu près tout. Hein. Donc là, c'est quand je vous dis qu'on vit un moment exceptionnel, c'est même pas moi qui le dis, c'est les faits qui le disent. Hein. Nous vivons un moment exceptionnel. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'en fait, faut arrêter d'imaginer qu'il faut produire pour avoir 10 milliards, 12 milliards d'habitants sur Terre. Ce n'est plus vrai. Donc ça, c'est rassurant. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on produit aujourd'hui, hein, avec l'agriculture intensive, on gâche 40%, entre 30 et 40% de ce qu'on produit. Et avec les 2 tiers restants, on produit on nourrit plus de gens obèses que de gens mal nourris. Donc aujourd'hui, l'agriculture produit
trop. Ça aussi, c'est un fait scientifique établi. On produit trop. Donc en fait, c'est pas une question de production, c'est une question de distribution. Et donc en fait, alors il y a plein de scénarios, les scénarios after, qui montrent très bien que si on bascule vers l'agroécologie, on va très bien nourrir toute la population humaine. C'est juste une question de distribution, de changement de pratique, de manger un peu moins de viande, voilà, mais pas zéro viande, un peu moins de viande, c'est tout. Et on nourrit très très bien l'humanité avec ça. Et en fait, on nourrira mieux l'humanité. En fait, ça va générer des tas d'effets positifs sur la santé. C'est de la santé préventive, de mieux se nourrir. Enfin, là, je vous fais pas un dessin. Donc en fait, voilà, c'est tout à fait possible et c'est même enviable. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je suis pas sûre que mon idée soit très claire, mais je vais la tenter quand même. Est-ce que le risque de la robustesse, c'est pas peut-être que quelque part la société se fige? Enfin, en fait, je pensais à ça sur la question du progrès gagné en performance et donc passer à une définition du progrès gagné en robustesse avec des gains de robustesse de plus en plus importants. Mais en fait, je me demandais si l'horizon de cette société, quelque part, c'est pas une forme de conservatisme aussi. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque quelque part que la société se fige parce que vous parliez de révolution culturelle, donc en fait, voilà, je disais c'est pas très clair, c'est pas très clair. Non, très bien. Mais voilà, vous voyez l'idée générale de ma question. Je vois très bien. En fait, en effet, alors la robustesse, c'est le problème du mot robustesse, c'est que parfois on a un peu l'image de la solidité. Ce qui est robuste, c'est ce qui est solide. Alors en fait, la robustesse, c'est, là vraiment la définition que je vais donner, c'est la définition physique de la robustesse, maintenir le système stable malgré les fluctuations. Alors du coup, je vais vous dessiner la robustesse pour vous montrer. Alors la robustesse, en fait, c'est une stabilité dynamique. Alors en fait, la stabilité mortifère, c'est celle-là, c'est le, ouais. le marqueur aussi est un peu mortifère. Je vais peut-être changer de, je vais tenter le bleu. On va fermer celui-là. Alors ça c'est la stabilité. Là il n'y a rien qui se passe, c'est la ligne de mort, très clairement. Alors la stabilité dynamique, robuste, c'est ça en fait. En fait les systèmes vivants, quand on les regarde bien, ça oscille en permanence. Et ça oscille parce que à chaque c'est l'histoire des incohérences. Vu que c'est des systèmes très incohérents, ça pousse dans un cran, mais quand ça pousse, ça aussi active l'inhibiteur qui inhibe. Quand ça inhibe trop, du coup ça active l'activateur et hop, ça n'arrête pas d'osciller. Et donc ça c'est vrai à toutes les échelles, à l'échelle moléculaire, cellulaire, et donc ça oscille. Donc ça, bon, vous allez me dire, oui, mais c'est toujours très stable. Ça génère la stabilité, donc ça pourrait rigidifier le système si on restait tout le temps comme ça. Sauf que, en fait, c'est la magie du vivant, c'est vu que ça oscille tout le temps, en fait, c'est toujours prêt à osciller, et hop, ça peut faire ça. Et qu'en fait, c'est une compétence, c'est du priming. En fait, c'est tout le temps en train de se transformer, mais ça n'arrive jamais à décoller parce qu'il y a toujours un amortisseur interne. Sauf au moment où, parce qu'il y a un événement, quelque chose, tac, ça change d'état. Et là, on est passé de l'état 1 à l'état 2. Donc, on a muté. C'est une mutation au sens presque littéral du terme. Et ça transforme. Donc, en fait, c'est ça qui est fort dans la robustesse, c'est que c'est quasiment le chat de Schrödinger, mais appliqué à la biologie. C'est un double état. Les systèmes vivants sont stables et transformables. Et leur secret, c'est qu'ils oscillent en permanence. En fait, l'oscillation qui est vraiment co-substantielle à leur fonctionnement systémique, ça oscille en permanence, ça permet d'être stable, donc d'amortir les fluctuations, mais aussi de se transformer. Mais par contre, si je veux aller dans le monde social, le risque robuste, moi ce qui m'inquiéterait plus, c'est que pour certains, la robustesse, ce soit juste pour la robustesse économique. On essaie de faire des entreprises que Total, par exemple, disent ouais, on va travailler notre robustesse. Alors là, du coup, si Total devient très robuste, c'est problématique parce que là, du coup, ils vont exploiter encore plus de ressources. C'est-à-dire que eux, économiquement, ils vont être très robustes, mais ils vont tout détruire sur leur passage. Bon, ce qui est un peu le cas actuellement. D'ailleurs. Donc en fait, pour moi, c'est le plus gros risque, c'est que la stabilité soit, disons, régionalisée, on va dire, que certains secteurs soient très robustes aux dépens des autres. En fait, il faut bien comprendre que ça, de toute façon, ils se prendront de boomerang quoi qu'il arrive, mais ils vont emporter beaucoup de gens avec eux. Donc en fait, la robustesse on doit être robuste à toutes les échelles, à l'échelle locale, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un pays, etc. C'est multi-échelle. S'il y a un maillon de la chaîne qui est performant, ce sera le maillon faible. Les plus performants, ce sont les plus fragiles. Et c'est eux qui vont planter le système. Donc en fait, voilà. Donc j'entends je retourne un peu la question. Ça pourrait être ça le risque de solidification dans une strate de la robustesse. Quoi. Ça par contre, ça serait problématique. Je vous remercie. Je sais qu'il y a d'autres questions, mais on va quand même avancer. Je vais inviter donc Isabelle Richard et Anne Kittler à venir rejoindre Olivier Hamon au niveau de la table qui n'est pas ronde. Mais
pour pouvoir un petit peu illustrer peut-être ces propos, déjà avoir vos retours. Je pense que ça pourrait être pas mal sur la présentation, sur la présentation qui vient d'être faite. Donc avoir vos retours, vos ressentis par rapport à tout ça, et puis avoir vos expertises en tant que, soit en effet Isabelle plutôt dans la formation autour et tout ce qui tourne autour de la promotion de la santé publique, et puis Anne autour des CHU, on en a un petit peu entendu parler. On sait que l'image des CHU parfois est vue comme très performante, et pour autant il y a de la robustesse aussi, et puis il y a des choses à faire évoluer. Donc voilà, je vais peut-être commencer par vous laisser la parole et puis je réorienterai. On pourra, si vous avez des questions dans l'assistance, dites-le nous aussi, que ça puisse être quand même interactif. Voilà. Isabelle, je te laisse commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et puis merci beaucoup pour la présentation. Alors, moi j'ai sûrement beaucoup plus de questions que de réponses. Je ne sais pas où est-ce que ça me met dans le système. Je trouve que un des éléments qui est le plus compliqué pour les mini-décideurs là que nous sommes, c'est de savoir par où on commence. C'est-à-dire que on voit bien quelle est la cohérence de la grande image où on serait passé là. Et puis, on est dans notre quotidien où on a une multitude de petites décisions à prendre, dont le pouvoir de transformation immédiat et en général assez faible, à la mesure de chaque petite décision. Et il faut donc qu'on arrive à aligner ces petites décisions avec un objectif de moyen ou de long terme qui est de rendre les organisations dont on est responsable, etc., plus robustes. Et il me semble qu'il y a peut-être quelques repères qu'on peut se donner et surtout quelques éléments qu'on peut analyser dans nos organisations, par exemple les organisations de formation, comme étant à la fois des pierres angulaires de nos formations et le lapsus est révélateur, des pierres angulaires de nos organisations et très révélateurs d'un culte de la performance. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à un ami qui était dans la même classe que moi, qui a fait une carrière différente mais fort intéressante, et qui régulièrement me taquinait un peu en me disant « Écoute, toi la bonne élève, réussir en ayant beaucoup travaillé, c'est à la portée de n'importe quel idiot. Le vrai luxe, c'est d'arriver à passer dans la classe supérieure avec 9,8 sur 20 et en ayant fait un sourire à l'examinateur. Ça, c'est du talent. Mais en 18, en ayant beaucoup travaillé, ma pauvre amie, tout le monde est capable de ça. » Et je pense qu'effectivement, nos systèmes de formation, ils sont drogués à la performance. Et ils sont drogués à la performance jusque dans l'organisation de l'année. Par exemple, je crois qu'il y a un certain nombre d'étudiants ici dans la salle. Il doit rester peut-être dans les établissements dans lesquels vous traînez des trucs comme des partiels. Ça existe toujours. Qui vous conduisent effectivement à travailler comme des brutes pendant 15 jours pour accumuler une pile de connaissances dont il reste le 5e 15 jours après l'examen, et puis on recommence. Il y aurait d'autres façons d'organiser des formations, ça serait quand même pas hyper compliqué de passer de la moyenne à l'écart type, comme vous disiez tout à l'heure, et de définir le socle de choses qu'il faut savoir pour, etc. Et puis beaucoup plus, c'est peut-être pas très utile. Et puis on l'a fait tranquillement et sans forcément que le nombre de nuits blanches avant l'examen soit un marqueur de bon comportement des étudiants. Et ça, si on descend dans la technique de nos fonctionnements de formation, il y a des outils qui permettent de faire ça. Et par exemple, ça peut être une façon de se saisir de l'approche par compétence, en disant quand on sait faire à peu près, c'est bien, et beaucoup, beaucoup mieux, c'est pas forcément mieux. Donc, moi, vraiment, la difficulté que je ressens, j'ai lu ou écouté ce que vous présentez ou ce que présente votre institut à plusieurs reprises, c'est à un moment comment je décline ça dans les décisions que je prends au quotidien. J'ai adoré
voteront rouge et voteront vert. Je veux et je sais versus je voudrais bien et je sais pas comment s'y prendre. Néanmoins, quand même, à la place du responsable d'une équipe, quand on y va sur j'ai des idées et je sais pas comment s'y prendre, ouais, faut avoir pris un petit rhum quand même, hein, parce que c'est pas complètement exclu qu'une partie de votre auditoire s'attendait à ce que vous jouiez j'ai vaguement quand même une solution à vous proposer. Donc voilà, moi je serais intéressée, si j'ai une question, je dirais à dire, est-ce que vous pouvez comme ça, soit dans notre système de formation, soit dans notre système de soins, mais nous proposer une ou deux façons de commencer, parce que ça me paraît une des difficultés. Je peux juste rebondir là-dessus. Y a une chose simple et à la fois compliquée à faire, c'est de travailler la raison d'être. Parce que en fait, travailler la raison d'être, ça c'est quelque chose qui se fait collégialement. Donc c'est là où vraiment on dit j'ai envie de changer ma raison d'être ou de faire une raison d'être adaptée au monde qui vient. Par contre, je sais pas ce qu'on met dedans, il faut que ce soit collégial. Tout le monde accepte. Et du coup, alors ce qui est très fort avec ça, c'est que la raison d'être, c'est 5-10 phrases grand maximum, que tout le monde peut comprendre, parce que c'est 5 à 10 phrases, il n'y a pas besoin de faire un examen, normalement tout le monde peut les retenir. Mais par contre, le travail de collégial pour se mettre autour de la table, pour savoir ce qu'on met dans la raison d'être, ça c'est extrêmement fertile. Et en plus, si on le fait vraiment sérieusement, une raison d'être, ça doit pouvoir remplacer un règlement intérieur. Au fond, hein. C'est-à-dire qu'en fait, si on a vraiment une raison d'être qui est très puissante, que tout le monde embrasse, en fait, ça veut dire que localement, eh ben, on peut être un peu à la marge, il y a un peu de marge de manœuvre autour de cette raison d'être. Elle est assez lâche, quoi. Et donc ça veut dire qu'on peut avoir de l'esprit d'initiative localement. Donc justement, on est compétent, mais on n'est pas forcément le perfectionniste, etc. Et ça, en fait, ça ouvre les chakras et d'un seul coup, on se libère de cette performance administrative du règlement avec les 1500 règles, etc. Et d'un seul coup, on part sur des bases saines. Genre, ça ne veut pas dire qu'on annule le règlement, hein, mais d'un seul coup, la préséance vient sur la raison d'être. Et voilà, ça peut être un premier levier. Et après, peut-être un autre levier pour démarrer, c'est de faire des projets. Par exemple, un atelier de réparation, je veux dire ça peut se faire dans n'importe quelle organisation, hein, y compris dans un CHU, dans un hôpital ou ailleurs, dans une unité de formation. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est totalement anecdotique. Dans une structure en général, on n'a pas vraiment besoin d'une structure de réparation. Mais par contre, le jour où il y a une rupture à l'extérieur, cet atelier de réparation va devenir très utile. Ça va être l'endroit où on va rassembler, ça va faire du lien social. Et ce qui est très fort avec ça, c'est que c'est quelque chose qui ne coûte pas grand-chose en termes de temps, d'énergie, mais ça peut devenir un ressort de lien social, ça peut faire un nouveau modèle économique, et surtout, ça peut monter en échelle immédiatement. Il y a certains projets pilotes donc, qui ne peuvent pas monter en échelle. Ça fait partie des projets qui peuvent rapidement monter en échelle. Et donc, dans un monde robuste, il faut plutôt lancer des projets qui peuvent monter en échelle. Bon, c'est deux pistes. Merci beaucoup déjà en tout cas pour la présentation. Moi j'avais beaucoup aimé la troisième voie du vivant et je trouve que ça fait écho à plein de choses dans le monde de la santé de manière générale. Au premier abord, je trouve que l'image de l'hôpital qui est pas toujours très fidèle, elle fait écho au concept que vous développez parce que souvent l'hôpital est présenté comme en crise. Moi j'avais fait une petite recension des articles et des éditos du Monde depuis le début des années 90. 90% est pour évoquer la crise de l'hôpital au fond de la crise, l'hôpital face à la crise. Donc c'est vraiment cette idée qu'on se dit s'il y a bien quelqu'un qui devrait travailler sur la robustesse dans la vie, c'est l'hôpital, parce que manifestement il affronte des crises en permanence. Et puis la question de la performance, elle est double, parce que à la fois quand on parle de la performance à l'hôpital, il y a beaucoup de critiques sur le fait que l'hôpital est lent, l'hôpital est incohérent, l'hôpital est incapable de se remettre en question, l'hôpital est non performant. Enfin, il y a beaucoup cette image-là. Et puis, il y a aussi l'autre idée qui est que l'hôpital a mis la performance au cœur de toutes ses décisions et a perdu le sens. Et donc, avoue un culte à la performance qui fait tout le contraire de ce qu'il devrait faire. Donc, c'est un peu toujours ambivalent, mais je trouve que du coup, les concepts développés permettent peut-être un peu de théoriser et d'étayer des mouvements pragmatiques qui sont en train de se mettre en œuvre à l'hôpital et dans le système de santé de manière plus générale, et ça appuie un peu là où ça fait mal aussi, là où c'est le plus dur, on va dire, d'avancer. C'est vrai qu'avec le docteur Dumonté qui est ici, donc Patricia Amé qui investit aussi, il y a une vraie réflexion sur la transition écologique au sein de l'hôpital, et puis plus globalement sur la remise en cause des dogmes, parce que bien qu'il ait l'air d'être un animal assez
en inertie, c'est plutôt un collectif qui évolue énormément et qui est en permanence en train de remettre en question des choses qui étaient pourtant totalement acquises. Ça vaut en médecine, mais je vais m'avancer sur le sujet, mais ça vaut aussi dans certaines pratiques qui ont pourtant un impact environnemental très fort. On discutait par exemple de l'usage des gants uniques à l'hôpital. Il y a plein de gestes pour lesquels on croit depuis longtemps qu'il faut utiliser tel ou tel type de gants alors que c'est pas forcément la peine. Et le fait de pouvoir se remettre en question, se redire mais pourquoi déjà on a cette pratique, c'est quelque chose qu'on essaye de faire en permanence et c'est ça aussi qui nous fait évoluer. Et puis les autres dogmes sur lesquels on travaille aussi, c'est justement c'est vrai qu'on est aussi la santé, c'est quelque chose de très technologique, de très tourné vers une sorte de performance parce qu'il y a cette tension, mais le professeur Descoings en parlait très bien. On avait fait une rencontre sur la transition écologique entre l'intérêt individuel du patient et puis l'intérêt collectif. C'est pas toujours parce que quand on veut être performant pour le patient, on n'est pas toujours pour le collectif, et quand on est pour le collectif, on n'est pas toujours pour l'individu. Donc ça crée des conflits éthiques aussi qui sont pas très simples. Et donc c'est vrai qu'il y a ce mouvement que vous avez évoqué, mais qu'on est beaucoup dans le curatif, qu'on met énormément d'argent et de moyens dans le curatif, aussi parce qu'on sait le mesurer. C'est plus facile de mesurer le nombre de gens qu'on a guéris que le nombre de gens qu'on a empêchés de tomber malades. Et donc finalement, les moyens qu'on met aujourd'hui dans la prévention, ils sont quelque part très faibles, alors qu'on sait qu'ils auraient un impact beaucoup plus fort en termes de santé publique et donc aussi sur l'environnement, puisqu'on utiliserait beaucoup moins de ressources, a priori, pour faire de la prévention. Donc voilà, donc encore une fois, des discussions très intéressantes. Moi, j'avais une autre question qui n'a rien à voir avec la santé, que j'avais envie de vous poser. C'est que finalement, ça embrasse beaucoup de choses. C'est vrai que c'est un concept qui est applicable quand même à beaucoup de thématiques. Là, on est tous concernés par la santé, mais voilà, ça le serait aussi dans plein d'autres domaines. Mais je vois pas le lien avec certains enjeux sociaux. Donc vous avez parlé des inégalités économiques, mais si on parle aussi des enjeux sociaux autour des inégalités de genre, des inégalités raciales, des discriminations, des violences au sein de la société, là j'aurais du mal à trouver un pont qui permettrait de mettre en avant ce concept pour montrer combien on doit évoluer. Je vais tenter un rapprochement, peut-être de vous renvoyer à Brutalisme de Achille Mbembe, qui dit très bien qu'en fait, quand on a fait la colonisation, quand on a colonisé tous ces territoires lointains, en fait, on a expérimenté l'ultra-performance. Quand on a fait des plantations, c'est là qu'on a fait les plus grandes monocultures. Donc on a expérimenté, ça a été un laboratoire de performance, et en fait, on a expérimenté la performance la plus violente possible, avec esclavagisme, etc. Et en fait, quand on a fini avec ça, en fait, on a réimporté ces expérimentations en Europe. Le modèle néolibéral, c'est d'inspirer du laboratoire ultra-violent de la colonisation. Donc là, je vous renvoie aussi à Johann Chapoutot. Enfin, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Et donc, en fait, quand je faisais l'équation en 3 équations, en 3 mots, performance nourrit la compétition, nourrit la violence, c'est vraiment, c'est intrinsèque. La performance, c'est l'autoroute, atteindre son objectif avec le moins de moyens possible. C'est toujours violent parce qu'en fait, on ne rencontre personne sur une autoroute. On atteint son objectif, mais on détruit des liens. C'est violent. Et du coup, sur les genres, en fait, peut-être que, alors je l'ai pas dit, mais parce que je voulais pas forcément genrer le discours, mais en fait, c'est un manifeste écoféministe, évidemment. En fait, le monde de performance, c'est plutôt le monde du patriarcat, pour le dire un peu brutalement. Et alors, c'est là où en fait, il y a quelqu'un, une prof de bio qui m'a fait une remarque assez, à prendre avec des pincettes évidemment, parce que voilà, j'ai pas de plus que ça. Mais physiologiquement, une femme vit plus de fluctuations qu'un homme, simplement parce qu'il y a des cycles, les accouchements, etc. Et donc en fait, le corps de la femme est soumis à plus de fluctuations et donc nourrit sa robustesse par définition parce qu'il y a plus de fluctuations. Un homme va plutôt qui n'a pas d'accident, un homme qui subit des accidents, qui a des traumatismes, lui aussi il subit des fluctuations et donc il va nourrir sa robustesse. Roosevelt par exemple, polio, tac, voilà, il est plutôt là. Ouais. On va toujours trouver des contre-exemples, mais c'est juste pour. Mais il y aura peut-être quelque chose à faire, un projet de recherche peut-être à faire. Est-ce que le fait d'être soumis à des fluctuations physiologiques, est-ce que ça n'a pas tendance à être plus clairvoyant sur la robustesse à construire? Et est-ce que le fait d'être dans un corps qui est très stable, en fait, rend aveugle aux fluctuations? En tout cas, plus aveugle aux fluctuations et de voir que la performance, mais forcément la performance c'est mieux. Alors,
j'ai pas la réponse, hein, je ne fais que poser une question, mais en tout cas, le retournement qu'on voit aussi là, le procès Mazan, hein, la culture du viol, c'est la culture de la violence, c'est la culture de la performance, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Enfin, c'est toujours pareil. Hein. Enfin, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, c'est multifactoriel, etc. Mais il y a des liens. C'est pas innocent. Quoi. Et juste sur les autres aspects, ça rejoint un peu aussi les premiers pas. Pour moi, l'histoire de la robustesse, en fait, c'est un outil très pratique. En fait, je pense qu'on ne manque pas de solutions. On a trop de solutions contre-productives. Et donc, la première chose à faire quand on est à la tête d'une organisation, d'une structure, c'est pas d'ajouter des solutions, c'est de trier des solutions. Et le critère de tri, c'est la robustesse. Et ça permet tout de suite de faire beaucoup de ménage. Et en fait, le dernier point aussi sur le fait que quand on est dans le dur, hein, finalement, le piège de performant, en fait, c'est ce que les systémiciens appellent le piège de l'efficacité, efficiency trap. C'est que quand il y a une crise, si on augmente la performance, si on optimise un peu plus, ça va marcher. On va passer la crise, comme la fièvre. Hein. Mais le problème, c'est que vu que ça a marché, on veut continuer à être à ce niveau de performance. Donc à être dans une économie de guerre, hein, pour le dire rapidement. En fait, on fait très rarement machine arrière sur les gains de performance. Donc en fait, le risque, c'est ça. Une solution, c'est de faire le tri dans les solutions sur un critère de robustesse et d'être vigilant sur le fait que quand ça marche, parce qu'on a augmenté les performances, il faut que ce soit transitoire. Parce que si on reste dans la performance, en fait, on va continuer à fragiliser la structure et là, on va tomber d'encore plus haut. Je peux me permettre, ça veut donc dire, par exemple, le moment de la crise Covid, ça a été un moment quand même très très important de fluctuation et ça a pu s'arrêter. Et en effet, on a l'impression parfois qu'on n'en a pas tiré tant que ça de leçons. Est-ce qu'à un moment, il faut donc plusieurs crises pour qu'on puisse réellement en tirer des leçons et pouvoir avancer? Alors, il y a quand même des choses qui se sont mises en place, on le voit, hein, mais ça n'avance pas forcément comme on pensait que ça allait avancer. Donc, est-ce qu'il faut passer des cycles? Enfin, voilà, il y a des questions quand même ouvertes. Je crois qu'Isabelle voulait prendre la parole. Et après, on verra s'il y a des personnes dans l'assistance également qui veulent intervenir. Oui, peut-être toujours au niveau des systèmes de formation, une deuxième réflexion qui m'est venue en tête, en dehors donc de celle du fait que les notes n'étaient peut-être pas forcément indispensables, c'est que l'ensemble de nos systèmes de formation sont des systèmes, alors c'est caricatural pour les formations en santé, mais c'est vrai pour d'autres types de formations, les formations de fonctionnaires par exemple, qui sont mon objet du moment. C'est des formations qui presque explicitement visent à standardiser le produit final. Alors elles prennent un certain nombre de stratégies pour faire ça. Elles commencent par prendre un mode d'entrée qui soit suffisamment standardisant. Donc elles récupèrent déjà un vivier qui est assez homogène. Et ensuite, si par hasard on avait introduit un peu de diversité dans ce vivier, le système derrière garantit qu'il va se débarrasser de la diversité qu'il y avait et qu'il va arriver quand même à restandardiser le produit final. Et tout ça, c'est très profondément engrammé dans le fonctionnement de nos institutions de formation, dans le fait que le programme soit le même pour tout le monde, etc. Et donc, il me semble que parmi les choses qu'il faut qu'on fasse dans nos institutions de formation pour démonter cet élément dont je suis même pas sûre qu'il améliore la performance, mais dans tout cas, il dégrade probablement la robustesse, c'est d'arriver à tolérer dans un premier temps et puis à encourager dans un deuxième temps la diversité. Et il y a plein de moyens de faire ça, mais globalement aujourd'hui nos institutions sont très réticentes à tous ces moyens-là. Elles clament haut et fort quand on dit il faut plus de diversité. C'est rare qu'on trouve vraiment quelqu'un dans l'amphi pour vous dire n'importe quoi, il faut moins de diversité. Mais en fait, quand on creuse un tout petit peu plus il faut plus de diversité, peut-être que s'il faut plus de diversité, il faut des voies d'accès variées, peut-être qu'il faut compenser les difficultés de certains, peut-être que, etc. Là, immédiatement, quand même, un certain nombre de dogmes qui ont fondé le pays ressurgissent au galop et qui sont en fait des dogmes qui vont tout restandardiser derrière. Et moi, il me semble que c'est le deuxième fil qu'il faut absolument qu'on tire dans nos institutions de formation, sinon on n'y arrivera pas. Et puis quelqu'un a demandé dans l'assistance comment on fait pour que ce soit pas conservateur.
Moi, j'avais une question un peu proche qui est comment on fait pour que ce soit pas ennuyeux. En fait, comment est-ce que on arrive à ce que cette stratégie-là déclenche quand même une petite bouffée de dopamine de temps en temps, parce que notre cerveau, il est quand même fait comme ça. Donc, cette addiction à la performance, la récompense, etc., qui est quand même engrammée assez bas dans nos neurones, comment on y retrouve notre compte là-dedans? Ben, en effet, c'est une question d'éducation, donc c'est parfait. Parce que alors là, je vous renvoie à Harvey Labenstein qui parlait de la théorie de l'efficience X et qui disait que pour faire de l'innovation, il faut de la concurrence. Et donc en fait, ce qui stimule l'innovation, donc le contraire de l'ennui, hein, de chercher des idées nouvelles, c'est qu'il faut qu'il y ait des concurrents, et quand il y a des concurrents, ça stimule l'innovation, et du coup, alors on se sent vivant, performant, etc. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est vrai si le monde est stable et abondant en ressources. Dans un monde instable et en pénurie chronique de ressources, le stimulant de l'innovation, ce n'est plus le concurrent, c'est le monde fluctuant. Et donc, on ne va pas s'ennuyer. Parce que les fluctuations du monde vont nous demander de nous adapter en permanence et de trouver des innovations en permanence, de trouver des nouvelles solutions. Donc, en fait, je ne suis pas du tout inquiet sur le niveau d'ennui. Ça va être un monde très vivant, mais presque au sens littéral du terme. On va redevenir vivant. En fait, on n'est plus dans l'eau tiède. On va rentrer dans une eau mouvementée. Et donc ça va nous stimuler énormément. Et ça veut dire que tous les matins, quand on va se lever, le niveau des enjeux sera très élevé et on saura pourquoi on se lève et pourquoi nos activités servent à quelque chose. Et donc, par exemple, sur les formations, pour moi, il y a une chose compliquée à faire accepter à des tutelles qui, elles, sont dans le contrôle, qui est la version méta de la performance, hein, finalement, on peut le dire comme ça. En fait, c'est les classes inversées. En gros, des formations où les professeurs sont là pour poser des questions et n'apportent pas les réponses. Et les élèves, les étudiants, doivent trouver des réponses ensemble. Donc ça veut dire qu'ils sont capables d'écouter des discours contradictoires. Donc ça, c'est la meilleure recette contre les fake news, hein, parce qu'on comprend comment construire un savoir, c'est complexe. Mais ça veut dire accepter qu'il y ait énormément de trous dans la raquette. À la fin de l'année, on n'aura pas vu de programme. Parce que le programme, de toute façon, il n'existe pas. Il y aura des phases entières du programme qu'on n'aura pas vues. Donc, il y aura des trous. Mais c'est pas gênant, puisque de toute façon, on a formé des étudiants qui sont capables, collectivement, de trouver de l'information. Donc, en fait, on a formé des coopérateurs, donc des gens qui savent coopérer. Donc, ça va servir dans plein d'autres choses que la formation, d'ailleurs, hein, pour plein d'autres choses, pour les rencontres, etc., pour se respecter, pour l'esprit civique, etc. Mais en plus, ils vont pouvoir se former toute leur vie. Et donc, on n'est plus dans le bachotage, en effet. Là, on n'est plus juste pour passer l'examen. En fait, à l'université, on apprend à apprendre. D'abord. C'était juste une petite remarque tout à l'heure par rapport à la remarque sur le fait que ça a fait figurer un peu les choses. C'est marrant comme interprétation, parce que moi j'aurais pensé l'inverse en fait, mais c'est peut-être parce que j'enseigne la physiologie, parce que c'est le principe de l'homéostasie. Et l'homéostasie, c'est justement le déséquilibre dans l'équilibre. Et l'autre remarque, c'est que content que vous fassiez l'apologie de la diversité pour nos étudiants, parce que je ne veux pas polémiquer, mais l'université va dans le sens opposé, là. Puisque là, nous avons des financements qui sont dans le rouge, et on nous demande de tout simplifier, c'est-à-dire diminuer les enseignements qui ont des petits effectifs, augmenter nos nombres d'étudiants par TD, parce que ça ferait moins d'heures d'enseignement. Donc, on va dans le sens totalement opposé. Alors, on appauvrit la richesse de nos étudiants, alors qu'on essaye en théorie, de le valoriser. Je peux dire, moi, alors, je ne vais pas parler pour l'université locale, mais c'est pas une solution, même pas, c'est une idée. Il ne faut pas gâcher les crises. Donc là, l'université rentre en crise, et donc c'est pas que Rennes, hein, c'est toute l'université française et d'ailleurs mondiale, hein, parce que c'est assez général. Les États-Unis c'est pareil, l'Angleterre c'est pareil. Hein. Donc les universités entrent en crise de financement notamment, et donc une crise, en fait, ça permet de savoir si on a travaillé avant, est-ce qu'on a eu des idées justement. En fait, ça ajoute du jeu dans les rouages une crise. Donc c'est typiquement, ce que je disais sur les classes inversées. Si on nous demande de faire la même chose avec moins d'heures, moins de financement, c'est le moment ou jamais pour généraliser les classes inversées. Et là, ça va multiplier la diversité. Ça va en fait faire apparaître des nouveaux profils à l'université.
Ça va en fait, on va rejoindre sans ces sociétés. En fait, pour moi, alors c'est pas pour dire que c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait moins de financement à l'université, hein, je suis pas en train de dire ça, mais il faut en faire quelque chose. Et là, peut-être, c'est une occasion pour changer les choses. Et si on est dans une situation, et on risque d'y être, où le modèle financier reste contraint et qu'on veut pas changer notre modèle de fonctionnement, mais juste l'ajuster à moins de moyens et donc finalement essayer de le rendre plus performant, ça, on va pas y arriver. Et donc, effectivement, comme hier, hein, avec des moyens différents, ça ne marchera pas. D'autant plus que ça marchait déjà pas très bien hier. Oui. J'avais juste une petite question, mais qui poursuit la discussion là, par rapport à l'université et son avenir. Ce que vous avez dit en propos liminaire, en référence à la Convention de 1793, c'est que l'université, ça peut disparaître. Et donc ça a disparu, ils ont créé des écoles d'ingénieurs, etc., qui a créé justement le culte de la performance derrière, peut-être derrière. Et dans le cadre de vos tournées foraines, parce que je pense que vous circulez pas mal, est-ce que au niveau des universités, mais compris au sens générique, j'ai inclus les écoles, etc., est-ce que vous avez vu des choses intéressantes en se disant tout n'est pas perdu, il y a quand même des initiatives qui méritent d'être portées à la connaissance de tous ou qui méritent d'être développées. Ici, enfin, j'ai l'impression que sur le terreau rennais, il y a pas mal de choses qui se passent, mais peut-être qu'on va rentrer dans une tension entre robustesse et performance. Et comment on réussit à tenir la barque? Parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont passionnantes, qui se font, mais assez rapidement, on est rattrapé au grand galop par les questions budgétaires ou autres, etc., qui font que ça se sclérose. Oui, alors là, je veux pas faire une méta-analyse de l'université française. Hein. Très clairement, c'est très subjectif, mes rencontres à droite à gauche. Mais en fait, ce que je rencontre, moi, c'est beaucoup des collectifs qui sont aux marges dans les universités et qui développent des nouvelles initiatives très fertiles. Par exemple, c'est l'ENGES à Strasbourg, ce que fait Paul Blois sur un cursus sur l'approche systémique, extrêmement fertile. C'est des étudiants qui sont très très bien formés, qui vont sur le terrain, qui font des projets avec les citoyens pendant leur formation, et qui font même un peu de yoga avant de démarrer les cours. Enfin, c'est tout un truc. Hein, voilà. Bon, le yoga, c'est anecdotique, mais c'est juste pour dire, ils essayent d'inventer des nouvelles façons de faire l'enseignement. Nous, à l'ENS, on avait fait une école anthropocène, 3 jours où on prenait les étudiants de 8h du matin à 11h du soir, avec des activités culturelles l'après-midi, avec des ateliers, etc. Et le but, c'était de faire 3 jours initiatiques. Donc, on rentrait dans la formation. Au bout des 3 jours, normalement, il y avait eu un déclic. On avait compris le monde qui venait et on a rien fait. Donc, les étudiants nous remercient encore des années après. Hein, donc, en fait, on peut faire des tas de choses. Donc, en général, c'est plutôt à la marge. Le jeu, maintenant, c'est que, en fait, on a un vivier de projets comme ça, en France et ailleurs, qui est énorme. On a énormément d'initiatives comme ça. Maintenant, le jeu, c'est de monter en échelle. J'étais à une table ronde avec Grégory Doucet, là, le maire de Lyon, où on parlait santé commune. Et il y a quelqu'un dans le public qui demandait « Ah ouais, moi j'aimerais bien lancer un projet pilote. » Et bon, moi je lui disais « Super, quoi. » Et en fait, Grégory Doucet a dit « Ah non, en fait, on arrête avec les projets pilotes. Maintenant, l'enjeu, c'est de monter en échelle. » Et il a tout à fait raison. En fait, aujourd'hui, la balle est dans le camp plutôt des décideurs et de ceux qui font des projets pour que ça résonne, que ça entre en résonance et que maintenant, on bascule dans la vitesse supérieure. Enfin, il me semble, hein, c'est qu'en fait, là, on n'a jamais assez de projets. Hein, on peut en faire encore plein d'autres. Mais on en a déjà beaucoup. Il y en a déjà énormément. Et donc maintenant, c'est le moment là d'y aller. Et il me semble que c'est surtout le moment d'arriver enfin à répondre collectivement aux questions qu'est-ce qu'on arrête. C'est-à-dire que, en fait, sur un certain nombre de ces projets, etc., ils ont vécu sur le surplus d'énergie que la marge était prête à y mettre, hein, mais en plus d'un système qui, lui, n'avait pas l'intention de bouger dans son... Et il participe finalement à épuiser les ressources, puisqu'on n'a rien enlevé du mode de fonctionnement qu'on avait avant, et on essaie d'y greffer
des projets en plus. Et moi, il me semble que le travail qu'on a à faire maintenant, c'est d'arrêter des choses. Ça, et de ne pas poser cet arrêt comme un échec ou un renoncement. Et ça, c'est vraiment extrêmement difficile dans nos institutions parce que on n'a pas été formés comme ça et que on a beau tous savoir que choisir, c'est renoncer. En fait, si on se le répète pas tous les matins, on n'y arrive pas. Donc, arrêter un certain nombre de choses de façon à pouvoir effectivement intégrer ces projets-là dans le cœur du réacteur et leur donner de la place pour se développer parce que sinon, et les collègues savent bien nous le dire, on les épuise puisqu'on leur demande tout ce qu'ils faisaient avant, plus en parallèle ce qu'il faudrait faire pour travailler autrement, mais on n'a jamais enlevé la première façon. En plus, juste au passage, choisir c'est renoncer, mais choisir c'est grandir. Et donc, on peut très bien considérer que l'université est une station de ski en haute montagne qui va devoir s'arrêter. Donc, du coup, en tout cas, il y a une partie qu'il va falloir arrêter. Je vous conseille une lecture, Héritage et fermeture, Écologie du démantèlement, Emmanuel Baudet, Diego Landivar, Alexandre Monin, qui travaillent là-dessus, justement sur la nécessité de soustraire si on veut transformer. En tout cas, par rapport aussi à la crise budgétaire, au manque de ressources, c'est sûr que l'hôpital, bon, c'est un problème continu voilà, pour plein de raisons. Mais par rapport à ce que vous avez évoqué, le fait d'anticiper des scénarios, c'est vrai qu'on voit le pouvoir un peu pédagogique et aussi de cette capacité d'inventer autre chose, et qu'y compris la performance dans le numérique qui irrigue complètement l'hôpital, ça a aussi entraîné la crise numérique à laquelle on est obligé de faire face. Aujourd'hui, c'est plus un fantasme, hein, ça arrive vraiment, c'est arrivé à Rennes, et c'est vrai que de se dire demain comment l'hôpital fonctionne si on coupe Internet, comme vous l'avez dit, surtout j'ai bien compris, c'est quand on coupe Internet, c'est pas pour une heure, c'est pas pour un jour, c'est pour longtemps. Si on coupe le réseau, c'est-à-dire que plus aucun équipement ne communique avec celui d'à côté, et encore moins avec celui du service d'en face, comment on fait pour assurer la sécurité des personnes en présence, et puis pour faire tourner l'hôpital, parce que en plus d'être des crises gravissimes qui nous réinterrogent complètement sur, là, pour le coup, notre robustesse au sens premier du terme, c'est des crises qui durent dans le temps. Et c'est encore plus dur d'être réactif quand on est dans le temps. Donc c'est vrai que ces scénarios à la fois d'une cyberattaque ou d'une crise numérique quelconque, d'un risque épidémique, bien sûr, du Covid, d'un risque nucléaire, d'un risque bactériologique, c'est des grands moments qui... ça n'a pas vraiment à voir avec la machine à café, mais c'est quand même des moments où on sort de notre travail, on est tous ensemble et on est là pour réfléchir et pour imaginer autre chose. Et c'est à la fois difficile de prendre le temps de se dire on s'autorise à arrêter ce qu'on est en train de faire, à pas dédier notre temps, notre énergie, notre journée à ceux qui en ont besoin en ce moment, mais à prendre le temps collectivement de ce recul. Et ça permet vraiment de se reposer des questions essentielles qui, je trouve, permettent vraiment d'avancer. Et peut-être juste aussi pour répondre... je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, maintenant, il s'agit plus de diffuser, d'implémenter des choses, des idées qui existent déjà, et ça vaut beaucoup pour l'hôpital aussi. C'est vrai que vous avez cité les Hospices Civils de Lyon avec un petit prisme lyonnais. Je suis sûre que si votre labo de recherche était à Rennes, vous auriez cité le CHU de Rennes, mais voilà. Mais à l'instar des HTL, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, je suis arrivée à Rennes et je suis passée par les Hospices Civils donc, en juin dans un bâtiment où toute l'eau du sanitaire et l'eau de pluie de récupération dans un milieu hospitalier, dans un bâtiment santé publique, ça clairement, ça aurait pas été, c'est un exemple, mais ça n'aurait pas été imaginable il y a quelques années. Aujourd'hui, sur un sujet très pratique, mais qui est au cœur de l'hôpital, qui est le ratio, le nombre de personnels soignants au sein des unités, le Covid a complètement remis en cause voilà, là aussi les dogmes de performance un petit peu qu'on avait, donc il y a vraiment des choses. Et puis, je sais pas, par exemple, l'assurance maladie a un système qui fait que vous êtes financé que si vous renouvelez vos équipements d'imagerie tous les 7 ans. Donc vous avez non seulement l'obsolescence programmée des machines, mais en plus financièrement, vous êtes obligé d'acheter du nouveau. Donc là, par exemple, il y a toute une réflexion très profonde pour se dire comment on fait maintenant pour réutiliser des anciens scanners, des anciens IRM, pour les réparer exactement comme vous le mentionnez. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. Je sais, à Grenoble, par exemple, on avait mis des journées 100% végétariennes à l'hôpital. Là aussi, quelques années avant, ça n'aurait pas été possible. Il y a quand même des petits déclics qui peuvent se passer et qui font que si on prend sûrement les bonnes initiatives de part et d'autre, on peut vraiment faire changer les choses. Et c'est sûr qu'au cœur de des gros enjeux de santé, en tout cas à l'hôpital, il y a vraiment, d'une part, la prévention, la santé publique, qui est une autre manière de concevoir la place de la santé, et la transition écologique, qui là aussi est toute une manière de soigner en essayant d'être
de moins impacter l'environnement. Et donc là aussi, le CHU de Rennes n'est pas différent de ce qui se passe ailleurs, mais on a prévu une trajectoire hyper ambitieuse de réduction de notre empreinte environnementale, de 80% d'ici 2050, sachant que nous n'avons pas le choix. Et je veux dire, tout laisse penser que c'est pas du tout impossible. Donc c'est pas fait du tout, mais voilà. Donc, un peu d'espoir. Oui, bonjour. Je vais changer un peu de sujet, mais plusieurs fois vous avez mentionné le niveau d'échelle, par exemple individuel, local, national, etc. Et j'avais une question sur la robustesse par rapport à la taille de l'organisation. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'on est plus robuste quand on est petit, quand on est grand? Alors, les structures robustes sont modulaires. Il y a toutes les tailles, mais l'unité de base doit être petite. Donc, typiquement, c'est une équipe de 10 personnes. C'est Buurtzorg, par exemple, dans le milieu de la santé, aux Pays-Bas, c'est des équipes d'infirmières de 10 personnes et qui sont modulaires. Donc, chaque équipe est autonome, mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est que chaque équipe interagit beaucoup avec les autres équipes. Donc, c'est comme le corps humain ou les êtres multicellulaires, c'est des petites cellules. Chaque cellule fait tout le boulot. Donc c'est autonome, mais par contre c'est hyper connecté avec les autres. Donc la robustesse, ça peut pas être une très grosse cellule. Ça c'est très fragile. Donc c'est toujours modulaire. Alors juste, pareil, il faut toujours tout bien moduler, parce qu'une structure modulaire peut être au service de la performance ou au service de la robustesse. Donc il y a notamment le bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, sur le management libéré. Donc il y a plutôt une ode au fonctionnement modulaire des organisations. Mais dans ce bouquin, il fait pas le tri. Donc il y a des organisations qui sont au service de la performance et des organisations qui sont au service de la robustesse. Alors le problème de l'organisation modulaire au service de la performance, donc là je vous renvoie à Johan Chapoutot, Libre d'obéir, c'est tous les mots qu'on trouve, donc auto-organisation, esprit d'initiative, tout ça, c'est tout ce qu'on trouve dans l'armée du Troisième Reich, qui était une organisation très modulaire, mais au service de la performance. Et donc pareil, colonisation, prédation, performance, violence, quoi. Donc en fait, l'organisation modulaire n'est robuste que si elle est au service de la robustesse du groupe. Et il y a cette nuance quand même. Ouais, je sais que Patricia voulait arrêter là, mais comme j'ai le micro, j'en profite. Un petit commentaire sur cette performance et robustesse dans le monde du soin et de la santé. On a toujours visé la performance dans le soin parce qu'on a toujours cru que la ressource de soins était illimitée. On a toujours cru qu'on aurait assez de médecins, assez d'infirmières, assez de personnes pour prendre en charge et rétablir la santé à son état intégral. On s'aperçoit à l'heure actuelle, dans tous nos établissements, qu'on manque de personnel, il y a des crises de vocation, et peut-être qu'en réfléchissant le lien individuel avec l'état de santé, avec la consommation de soins individuels, on se disant qu'on n'a peut-être pas besoin du soin le plus performant tout le temps et de revenir à l'état intégral forcément du début, on pourrait diminuer nos consommations de santé et donc du coup avoir un système qui serait plus robuste et qui aurait besoin d'être moins performant pour répondre à la demande. J'aimerais votre avis là-dessus. Je vais répondre sur l'idée de la santé préventive. La santé préventive demandera beaucoup moins de soins curatifs si on augmente la santé préventive. C'est le but, très clairement. Et là, c'est vertueux, c'est la santé commune, vraiment. Économiquement, le moins de stress, etc. Enfin, c'est très, très, très vertueux. On inverse la pyramide complètement. Et donc, en effet, après, c'est une question, à quel point alors, je vais forcer le trait, à quel point la santé curative, si on continue à l'augmenter, se fragilise elle-même et maintient un système toxique parce qu'il y a toujours cet échappatoire de de toute façon, je peux manger à peu près tout et n'importe quoi, j'ai une pilule anti-obésité qui m'attend à la fin, quoi. Enfin, je caricature, mais effet rebond, mais voilà. Mais du coup, oui, santé préventive. Je vous remercie tous. Merci en tout cas d'être venus. Je remercie Olivier Hamon de s'être arrêté à Rennes. C'était un réel plaisir. Voilà, je vous enverrai peut-être à tous. Vous étiez pour la plupart inscrits un petit questionnaire quand même de retour sur l'intervention. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Et je remercie quand même nos deux invités, pardon. Elles sont venues de moins loin, mais je les remercie également d'avoir participé à la table ronde, pardon.